va écouter. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue pour une nouvelle conférence. Et ce soir, le thème que j'ai choisi, et c'est le suspense. Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Voilà. Et donc, plusieurs personnes, on verra justement de quoi il retourne et cette histoire d'amour, peut-on aimer? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça pose la question. Hein. On aime plusieurs personnes, de quelle manière? Est-ce possible? Si oui, comment? Sinon, comment? Donc, je n'ai pas de réponse toute faite à vous proposer, ça serait trop simple, puisque c'est une histoire complexe. Et vous allez voir que plus je vais développer, et plus vous allez comprendre que c'est pas simple de pouvoir aimer plusieurs personnes à la fois, même si a priori, on pourrait penser que, la nature humaine est bien faite, c'est possible d'aimer plusieurs personnes comme on aime des enfants, par exemple, ou des animaux, hein, voilà, donc on peut aimer effectivement de nature et de manière différente plusieurs personnes à la fois, mais c'est pas si simple comme ça. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais aussi vous faire un peu brainstormer sur cette question de, à votre avis, est-ce possible ou pas d'aimer plusieurs personnes à la fois. Et puis, venez à rentrer. Et puis, je verrai avec vous la question, on va revisiter avec cette question, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois, les problématiques qui sont liées au couple, qui sont liées à la relation durable, à la différence entre l'état amoureux et ce qu'on appelle l'amour. Voilà, toutes ces questions-là qui vont être posées autour de ce thème. Est-ce possible vraiment d'aimer plusieurs personnes à la fois? Et si oui, comment? Et quels sont les avantages et les inconvénients de ces modèles amoureux où on dit qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois librement, et puis l'autre modèle qui est un modèle plus exclusif ou monogame, et on dit bah non, c'est compliqué, pourquoi c'est pas normé, c'est pas une bonne idée, vous allez être stressé, ça va être compliqué, voilà. Donc on va développer ça de manière plus précise. Je crois que je l'ai jamais vraiment fait de manière très pointue comme ça, hein, peut-on aimer. J'en ai parlé dans plusieurs conférences de ces histoires d'amour ouvert, d'amour libre ou d'amour pluriel et d'amour monogame, mais j'en ai jamais vraiment développé le sujet de cette manière-là. Oui, bienvenue à vous tous, vous pouvez vous installer tranquillement. Voilà. Alors, la question qui va être posée quand on parle de ce thème, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois, est-ce que vous accepteriez que votre conjoint aime plusieurs personnes, d'autres que vous? Voilà, c'est la première question que vous pouvez vous poser. En général, on répond « Ah, c'est facile quand ça me concerne. Moi, je peux aimer plusieurs personnes à la fois. » Mais dans l'autre sens, c'est toujours un peu plus compliqué d'imaginer partager son homme ou sa femme. Hein, voilà. Et puis, ce qui va être aussi mis en cause, ça va être, comme disait André Gide, est-ce que je veux être aimé ou est-ce que je veux être le préféré ou la préférée? C'est la question de le chouchou ou de la chouchou. Si on veut partager, il y a toujours une question de quelle est ma place? Est-ce que je suis toujours importante ou important dans sa vie? Voilà, et de quelle manière je peux partager ma place avec quelqu'un d'autre? Est-ce vraiment possible? Donc on va être aussi en prise avec la jalousie sur ces questions-là, évidemment. Donc ça pose ces questions d'ores et déjà. Et puis, en introduction, je voulais vous faire réfléchir parce que la réponse, vous allez me dire, bah oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois, ça paraît évident. Vous aimez bien plusieurs enfants, si vous avez des enfants, vous les aimez bien tous. Vous n'allez pas me dire, normalement une mère est choquée hein, si on lui dit tu préfères Sébastien ou Adrien elle va dire, mais pourquoi tu me poses cette question? Mais non, mais moi j'aime mes deux enfants. Et vous allez répondre de manière différente. Donc, on peut se poser la question. Si vous répondez ça de manière automatique, sans chercher plus ailleurs, est-ce que ceci est vraiment vrai ou pas? C'est que vous pourriez vous dire la même chose. Alors, si j'aime mes enfants d'une manière différente, que je les aime tous, alors je peux aimer de manière génitale ou de manière coupale, au niveau du couple. Je peux aimer plusieurs personnes aussi, de manière différente, certes, mais je peux les aimer aussi. On pourrait faire ce raccourci. Ce n'est pas si simple. Donc, je vais vous inviter déjà à brainstormer un peu, là, c'est pour ça que j'ai mis un petit bout de papier, pour vous faire réfléchir sur, imaginez, vous êtes une mère ou un père et vous avez 2 ou 3 enfants, par exemple. Quels sont les arguments qui vont en faveur, déjà? Oui, on peut aimer plusieurs enfants
à la fois. Non, on ne peut pas les aimer plusieurs à la fois, voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'amour filial, hein, voilà. Parce qu'on pourrait faire ce raccourci, on pourrait dire ça. Et puis après, vous allez me dire la même chose pour l'amour en couple. Hein. Alors, peut-on aimer un homme, peut-il aimer deux femmes en même temps? Une femme peut-elle aimer deux hommes en même temps? Après, on peut avoir une femme peut-elle aimer un homme et une femme? Ça aussi, ça existe. Un homme peut-il aimer une femme et un homme? Enfin voilà, on a tous ces couplages après, hein, dans le trio. Après, voilà. Après, ça peut partir à 4, enfin plus que ça. déjà à 2, à 3, c'est toujours plus compliqué. Mais il y a toutes les combinaisons possibles. Donc l'amour filial, alors vous allez me mettre les arguments, vous allez me dire, hein, les arguments en faveur de oui, on peut aimer. Quels sont les arguments positifs, comme quoi oui, on peut aimer plusieurs enfants en même temps, à votre avis? Alors, vous n'avez pas d'idée? Pourquoi peut-on aimer plusieurs enfants en même temps? Est-ce possible? C'est une évidence. Voilà, c'est une évidence, me dit. C'est comme si ça va sous le sang. Voilà, c'est une évidence. C'est censé être normal. C'est ce que je disais. Une mère est choquée quand on lui dit « Mais non, tu as un préféré, un chouchou ?» Ouais. Ok. Donc ça paraît être une évidence. Est-ce une évidence? Est-ce qu'il y a un argument qui va contre ça? On peut dire que c'est fréquent. Qu'on aime plusieurs personnes, plusieurs enfants. Généralement, oui, c'est assez fréquent. Ça, vous allez toujours en disant oui, c'est une évidence. Moi, je dirais que oui, c'est pas systématique. Hein. Non, c'est pas systématique. Qu'est-ce qui fait que... Après, c'est les personnalités. On est plus ou moins compatibles au sein de la même famille. Hein. Voilà, donc compatibilité avec les personnalités de chacun des enfants, hein, de chaque enfant. Après, dans quelles conditions ils sont arrivés? Oui, l'arrivée de naissance, c'est ça? Oui, et puis le contexte. Voilà, le contexte. Donc, c'est pas... Ce sont des enfants de sang ou de cœur. Voilà, les enfants de sang, de cœur, c'est pas forcément les enfants adoptés, les enfants de familles recomposées, ça pose des questions. Hein. C'est un devoir. Ça dépend de la psychologie du parent. De la névrose du parent. C'est-à-dire de l'histoire du parent. Ben, si est-ce que avoir des enfants c'est une chose, mais après à les aimer, les éduquer, ça dépend aussi des parents, ce qu'ils amènent dans... S'ils sont, on appelle ça, maternels ou paternels. Oui, mais là, est-ce qu'ils peuvent aimer, ils ont plusieurs enfants, est-ce qu'ils peuvent les aimer de la même manière? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs enfants en même temps? C'est ça la question, c'est pas comment je les éduque, c'est est-ce que je peux les aimer? Eh bien, moi je dirais que c'est comme un tabou, mais bien souvent il y a des préférés quand même. Ah, oui. Il y a des chouchous, oui. Où il y a des enfants avec qui il y a plus d'affinité que d'autres. Et même on n'ose pas forcément se l'avouer parce qu'il y a une culpabilité du parent qui se dit quand même, je suis censée, hein, en tant que fonction parentale, de ne pas faire de chouchou, et je suis censée les aimer, donc je vais dire et je vais annoncer que je les aime tous de manière différente, d'accord? Mais il y a des affinités, hein, voilà, des affinités avec des enfants sur des points, certains points, puis d'autres peut-être avec l'autre enfant, j'ai des affinités sur d'autres points. Mais ça serait trop simple de dire, bah oui, je les aime tous de manière tout à fait symétrique et que voilà, j'en aime autant l'un que l'autre. Et d'ailleurs, très souvent, entre frères et sœurs, il y en a qui le sentent d'ailleurs, et qui le font remarquer avec les jalousies entre eux, problèmes de prise de place. Mais oui, maman préférait mon grand frère et pas moi, papa préférait ma sœur parce qu'elle était plus jolie, et moi j'étais pas assez jolie, tatitata. Donc les enfants savent bien que ceci existe quand même. Et puis les enfants courent chacun à la préférence. Voilà, et chacun court et se dispute la place. Est-ce que je suis le préféré ou la préférée? Donc ça, c'est des questions qu'on peut trouver en évidence dans l'amour filial. On va retrouver la même chose, l'amour des couples qui partagent de l'amour avec d'autres. Est-ce que j'ai ma place? On va retrouver ces problématiques d'enfants. Hein. Est-ce que je suis toujours la préférée? Quelle est ma place que j'occupe si je partage mon homme ou ma femme avec quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, donc, vous voyez que c'est pas si simple que ça, même si ça tombe a priori sous le sens qu'on peut aimer plusieurs enfants en même temps et qu'on est censé... c'est l'amour inconditionnel, normalement, l'amour filial. Hein. C'est l'amour sans condition. On n'est pas censé un bout pour toi, moins pour toi, plus ici, moins là-bas. Donc, normalement, c'est pas censé être comme ça avec les enfants. Mais ça arrive quand même.
Pour l'amour, à votre avis, l'amour en couple, ou l'amour génital, ou l'amour sentimental avec des partenaires, des compagnons, des conjoints, des amants, des amoureux, etc. Quels sont les arguments que vous pensez être en faveur de oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois? De différentes façons. Oui, bah, comme avec les enfants. Oui, de différentes manières. On les aime différemment. Parce que quoi? Différentes façons, parce que... Mais parce que personne n'est tout le monde est unique. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Ils ont chacun leur profil de personnalité. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Chaque histoire est différente. Chaque relation est différente. On leur donne une fonction. On leur donne une fonction? Ah oui, on leur donne une fonction. Alors lui, il est plutôt bon pour la sexualité, par exemple. L'autre, il est bon pour jouer à papa-maman. Ou voilà, dans les rôles, effectivement, on peut leur donner des fonctions. Donc oui, on peut aimer effectivement une personne pour une fonction différente. Hein. D'ailleurs, ça fait du plus-plus. Hein. Ça se rajoute. Je trouve ça ici et ça là-bas. Surtout, quand on est amené à en avoir plusieurs, on va trouver un qui cumule tout. Alors, on ne peut pas trouver un qui cumule tout parce que ça n'existe pas, étant donné que chaque personne est limitée. Mais c'est ici, on va effectivement, je rejoins, avoir l'envie de trouver tout, de compléter. Voilà, compléter. Oui, alors donc ça, oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Et ça vous allez l'argument en faveur de oui, on peut aimer. Et certains disent aussi qu'on a un grand cœur, on a un cœur qui est grand, et donc on peut aimer les multiples. Hein, on pourrait avoir un cœur ouvert. Pourquoi est-ce que notre cœur serait fermé? On pourrait aimer qu'une personne. Non, le cœur c'est toujours ouvert normalement. Ça c'est aussi un argument. C'est pas moi qui le dis, ça, hein, mais c'est un argument qu'on entend souvent en faveur de oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Je vois pas pourquoi on se résolverait à aimer qu'une seule personne, alors que le monde entier est sympathique. On peut aimer, mais est-ce qu'on s'autorise à aimer? Voilà. Alors après, c'est une question de s'autorisation, de s'autoriser, de modèle aussi. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est la norme? Est-ce que je me sens pas coupable? Est-ce que je vais pas lui faire du mal à la personne avec qui je me suis attachée, qui est censée être mon compagnon? Enfin, toutes ces questions-là. Ok. Argument contre, hein, qui va en défaveur. Non, on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. À votre avis? Il faut du temps. Hein. Alors ça, oui, il faut du temps pour passer avec l'un l'autre. Les problèmes d'agenda. Les problèmes d'agenda, il consacre du temps à... Oui, il consacre du temps à chaque relation, et donc ça prend du temps. Ça se voit dans les fratries très nombreuses. Hein. Ouais. Les grandes familles où il y a une dizaine d'enfants, ils en souffrent. Voilà, oui, c'est sûr. Il leur est consacré. Oui, parce que le couple signale aussi les projets en couple. On fait des projets, donc projets, ça veut dire on passe du temps, on investit du temps et de l'énergie dans une relation à faire des projets, etc., notamment sur la durée. Et donc effectivement, si vous êtes dans plusieurs partenaires, donc vous faites plusieurs projets, plusieurs investissements, donc c'est une ressource temps. Et le temps n'est pas illimité. Voilà. Ok. Le mariage. Alors le mariage qui est une consécration à l'exclusivité, à la fidélité, hein, et à l'engagement éternel jusqu'à la fin. Et donc c'est sûr que ce modèle-là n'invite pas du tout à partager, à aimer plusieurs personnes à la fois, voire au contraire, va stigmatiser et culpabiliser les gens qui le font. Les religions. Voilà, la religion, le mariage, tout ça va complètement à l'encontre. Donc les croyances... L'éducation même. Cette éducation normée de ce modèle traditionnel va à l'encontre de oui, on peut partager plusieurs personnes avec des modèles plus ouverts. Ça ne se fait pas et ça risque de vous créer des dégâts. Mais ça serait bien de rentrer un peu plus dans le détail, c'est pour ça que je vais développer avec vous sur parce que ce sont des idées toutes faites. Alors, quel est le pour et le contre de là-dedans? Est-ce que vous pouvez vous questionner un peu plus en amont que de dire bah oui, puisque le mariage a dit que, donc c'est forcément vrai. Voilà. Et puis certains disent aussi comme ça, j'avais une de mes patientes qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais oui, mais si tu aimes une personne, tu n'es pas censé en aimer une autre, parce que sinon c'est que tu as un problème. Si tu restes pas avec la première et que tu pars sur la deuxième, c'est que tu n'aimes pas la première et que tu as un problème que tu fuis au sein du couple pour partir sur la deuxième. C'est des trucs qu'on entend classiques, ça. Hein. C'est que tu fuis et que tu ne résous pas le problème qui est à l'intérieur de ta première relation. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. Chaque cas est différent.
Et oui, il peut y avoir des frustrations, parce que le couple, ça va. Là, on va parler du couple longue durée. La relation longue durée est beaucoup moins simple que la relation courte durée, qui en général est très projective, idéalisante et un peu tout feu tout flamme. Et donc, dans la durabilité, on voit apparaître les défauts, on voit apparaître les frustrations, les manques, parce que la réalité n'est jamais conforme à ce qu'on projetait au départ. Et donc, oui, dans la durabilité, c'est sûr qu'il va y avoir des frustrations qui vont apparaître, ou des conflits, ou des choses comme ça, enfin des tensions. Et du coup, c'est forcément moins agréable que ce qu'on aimerait trouver. Et donc, il y a des manques et des frustrations, et là, souvent, et des extinctions de feu, parce que souvent, les personnes me disent « Ah, mais je m'éteins dans mon quotidien, c'est ma routine, et du coup, je ne me sens plus vivant, je m'éteins quand je suis à deux, et donc, je préfère me trouver un amant, une amante, ou changer de partenaire et trouver mieux ailleurs. Hein. Donc, je rêve du prochain. Next. On fait beaucoup ça aujourd'hui, hein. On est beaucoup dans au suivant, j'ai pas ce que je veux, au suivant. Ça, c'est vraiment très classique. Alors, juste une question. Ouais, vous avez une question? Ouais. Là, c'est polyamour. Là. Alors, j'ai pas encore parlé de ça, je vais y aller, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a plusieurs manières d'aimer plusieurs personnes à la fois. Tu l'as dans le mariage traditionnel, c'est ce que j'appelais, moi, ceux qui trompent en sous-marin. Donc là, ils vont mentir, mais ils vont quand même avoir d'autres partenaires, tout en culpabilisant, en n'assumant pas la vérité, quoi. Hein. Non, mais parce que quand on dit on aime plusieurs personnes, ouais, mais... est-ce que c'est des amours complémentaires et du coup, ou est-ce que c'est des amours comparables? Est-ce qu'on parle, est-ce que... Alors, en général, de toute façon, quand on a plusieurs partenaires, on l'a dit au départ, c'est jamais les mêmes, hein, parce que chaque personne est unique, chaque relation est différente, et donc c'est en général complémentaire, ou je sais pas si c'est complémentaire, mais en tout cas, avec chaque personne, tu vis quelque chose d'unique, et elle te fait rencontrer des facettes de toi qui sont toujours différentes. Donc c'est l'intérêt d'avoir plusieurs, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. Le mot amour en français, il est trop générique. Voilà, la définition du mot amour. Alors moi j'aime la crème au chocolat, toi t'aimes la glace à la pistache et la glace à la vanille, et donc nous aimons nos chats et nos chiens et nos enfants, et donc ça veut plus rien dire. C'est pour ça que le mot amour est extrêmement galvaudé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et justement je voulais faire un petit point que je ferai tout à l'heure sur la différence entre l'amour profond, l'amour d'approfondissement et l'amour de l'état amoureux, si tu veux, l'amour de la passion qui n'a rien à voir non plus. C'est pour ça que je parlais d'extinction. Quand on s'éteint dans une relation au bout de quelques années, ou qu'on s'ennuie, ou qu'on trouve que c'est routinier, etc., très souvent on a envie de vibrer, de se sentir vivant ailleurs, et on va commencer à fantasmer ou à partir dans d'autres relations. Parce que justement, il y a quelque chose de l'ordre de « Ah, mais je n'ai pas été regardé chez moi, que je m'éteins en fait dans la relation. » Et pourquoi je m'éteins? Il faut examiner ça. Quelles sont les raisons pour lesquelles je m'éteins dans la relation? C'est des choses qui n'ont rien à voir avec le partenaire d'ailleurs. Hein. Et très souvent, ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Alors, pendant longtemps, la conception de l'amour hétérosexuel, mais encore maintenant, hein, c'était l'idéal amoureux, l'idéal de l'absolu. Nous se pose des sentiments, des corps, etc., voire Tristan Iseult, etc. Donc nous, on est vraiment imprégnés de cette ambiance de l'amour, l'amour sentimental, l'amour amoureux, l'amour absolu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a d'une part des contradictions déjà qui s'opposent, une représentation déjà normée qu'on devrait avoir un et un seul partenaire, comme Tristan Iseult, qui serait vraiment notre idéal romantique pour toujours, notre prince charmant, notre femme idéale pour toujours. Et donc là, il va y avoir assez facilement des désillusions parce que la réalité n'est pas conforme à ce rêve sentimental d'absolu. Et plus je vous l'ai toujours dit, mais je vous le redis à chaque fois, ceux qui rêvent d'absolu, à chaque fois, ils rêvent de l'illimité. Donc ils voudraient tout en fait, ils voudraient vraiment... quelque chose d'extraordinaire tout le temps, et juste que la réalité n'est pas conforme à ça. La réalité est limitée, la réalité est toujours dure quelque part. Et donc, il y a des personnes qui ne vont pas accepter de ne pas rencontrer le partenaire idéal jusqu'à la fin des temps, et donc vont commencer à se poser des questions, c'est-à-dire « Ah bah mince alors, c'est pas normal, donc je vais soit en chercher un autre, soit vouloir compléter, par exemple par le modèle du polyamour, etc., en disant, ou en trompant en sous-marin, parce que je devrais quand même trouver quelqu'un d'idéal qui colle à mes attentes et mes rêves. » Voilà, donc, et en même temps, il y a une contradiction parce qu'on rêve de ça et on ne trouve pas ça. Donc il y a une grosse désillusion aujourd'hui sur le couple est en faillite à cause de ça, hein, en partie à cause de ça.
alors, on veut justement pas vivre un couple amoureux en termes d'amour, mais on préfère vivre souvent aujourd'hui un couple passionnel, parce que c'est comme si on cherche la passion en fait, l'intensité, la passion, vibrer, s'exciter, voilà, enfin s'exciter dans le sens exciting, waouh, les papillons dans le ventre, comme si on devait pouvoir dans le temps faire vivre cette passion, comme si c'était normal ça. Alors que c'est un vrai chantier, hein. C'est vraiment compliqué de trouver de la passion et de faire germer de la passion pendant des années avec le même partenaire. C'est complexe, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et un tas de personnes n'y arrivent pas. Et donc, du coup, ils vont être déçus. Et puisqu'ils vont être déçus, ils vont dire pourquoi ne pas aimer plusieurs personnes à la fois? Ce serait une bonne idée. Il faut trouver une solution à cette passion que je ne trouve pas. Je m'ennuie, au bout d'un moment c'est mort, c'est fade, c'est monotone, il y en a marre, mon partenaire, voilà, il est pas assez ceci, pas assez cela. Donc, comment je vais faire pour trouver de la passion? Ah ben, je vais pouvoir aimer plusieurs personnes, peut-être c'est une réponse. Et en général, vous allez voir que ce qui va être l'amour de l'état amoureux, hein, c'est pas l'amour, c'est je suis amoureux de mon état passionné ou de mon état amoureux, et addict à ça, hein, et ça j'en ai souvent parlé, et ça c'est très fréquent, ce sont les personnes justement qui ne peuvent pas se passer de passion ou d'intensité, et qui vont chercher à aimer plusieurs, parce que justement il leur faut de la passion, et s'il n'y a plus, ça ne fait plus sens à leur vie. Il y en a certains qui me disent ah non mais si j'ai plus de passion amoureuse, alors attends, mais ma vie n'a plus de sens. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que je fais là? Hein, c'est comme si tout était mis autour de ça, et donc le couple est affadi, c'est-à-dire affaibli, affadi. Ouais, enfin bon, c'est bien, j'ai de la sécurité dans mon couple, j'ai un attachement, c'est confortable, c'est un peu plan-plan, bon, c'est sympa, mais j'ai pas de passion. Hein. Donc jusqu'où on va être en contact avec ce manque de passion, hein, et en même temps créer ainsi un désordre qui est complètement souvent, c'est sympathique de vouloir de la passion, mais ça peut être complètement psychopathique, parce que ça peut devenir une névrose obsessionnelle, parce que quand on commence à être amoureux d'une personne, ou passionné, on est complètement focusé sur la personne, c'est une hypnose en fait. Hein, et vous êtes complètement obsédé par la personne, elle vous envahit tout le champ. Alors, ok, vous êtes passionné, vous pouvez sauter des montagnes, je sais pas quoi, mais en même temps, vous êtes super envahi, quoi. C'est complètement, c'est une névrose obsessionnelle, hein, en fait. Et après, vous souffrez. Donc, il faut savoir, il faut mettre en perspective. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux ma passion parce que je ne peux pas m'en passer et que sinon, il n'y a pas d'intensité? Et alors là, la vie est fade et morne, et je suis quelqu'un qui va passer ma vie comme un ado éternel, hein, de passion en passion. Voilà, c'est-à-dire, et ça fait sens. Il y a des personnes qui préfèrent, qui se disent, moi, le sens de ma vie, c'est plutôt, ma vie amoureuse, c'est de passer de passion en passion. Et dès qu'il n'y a plus assez de passion, dès qu'il n'y a plus assez de fusion et d'intensité, hop, next, voilà. Et pourquoi pas? Je veux dire, après, chacun ses goûts. Hein. Si vous avez envie de vivre ça et vous dites à la fin de votre vie, bon, j'ai passé une vie remplie, j'ai eu plein de passions, etc. Je me suis pas ennuyée un seul instant, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un couple dans la durée. Parce qu'un couple dans la durée, c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas fait que de passion. On le sait, la passion, ça s'éteint au bout, en général, d'un an et demi, puisque c'est une projection amoureuse, c'est un idéal, et ce n'est surtout pas être en contact avec les qualités et les défauts de la personne, dans la réalité. Hein, vous ne pouvez pas accepter ça. En fait, vous n'aimez pas, vous voulez que le bon, vous ne voulez pas le mauvais. Et donc ça ne va pas être possible. Alors, ça va être la question, ceux qui veulent partir aimer plusieurs personnes, souvent c'est parce que le désir s'affaiblit, mais ils le disent tous, hein. Il y a beaucoup de couples qui viennent me voir, qui disent « Ah, plus de désir » au bout d'un moment, ou les problématiques autour du désir, j'ai plus de désir, et comme on est dans une époque où on veut vraiment s'épanouir sexuellement, c'est-à-dire normalement c'est un droit. On a le droit à jouir, on a le droit d'avoir nos orgasmes, nous les femmes et les hommes, avoir une sexualité épanouie. Donc à ce titre-là, je vois pas pourquoi on se priverait de passion amoureuse et sexuelle. C'est pas une bonne idée. Il y en a beaucoup qui me disent ça, qui me disent mais non, moi c'est un droit. Donc il y a une forme de pas de compétition, mais de stimulation autour de comparaison autour d'ah oui, mais mon voisin il y a le droit et pas moi, alors pourquoi pas moi, je mérite ça et je veux pas perdre ça.
voilà, donc il y a un décalage entre ce vécu, le vécu de la réalité du couple, qui souvent sexuellement, le désir s'use, ou c'est mousse, ou c'est moins, ou c'est toujours un peu routinier, où il y a moins de piment, etc. Sauf ceux qui vont chercher à faire de libertinage, enfin chercher à trouver des formes pour, pas que du libertinage, mais vont trouver à inventer, à créer une sexualité épanouie, mais sinon les autres, ils vont s'ennuyer. Quand le désir s'affaiblit, il y a de nouveau quelque chose qui est frustrant au niveau du vécu, et un imaginaire, des fantasmes, comme quoi ça serait mieux ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on le sait. Ils vont commencer à fantasmer. D'ailleurs, à ce propos, parce qu'on parlait des interdictions au départ, d'aimer plusieurs personnes à la fois, normalement, hein, on n'est pas censé aimer plusieurs, dans le modèle monogame traditionnel du mariage, on n'est pas censé aimer plusieurs personnes à la fois. Donc dans un lit, vous le savez, on est plutôt plus que deux. Puisqu'il y a qui ne peut dans cette salle ne pas m'avouer qu'il a fantasmé sur un autre pendant qu'il faisait l'amour avec son conjoint ou son compagnon, hein. Donc très souvent, on invite d'autres partenaires dans notre lit et on le dit pas, c'est interdit, on va pas le dire, enfin ça fait pas chic, sauf certains qui s'autorisent, mais il y en a beaucoup qui disent ah, je vais quand même pas lui dire ça, quand même ça fait désordre. Ah, je suis pas du tout en train de penser à lui, je suis censée être là, d'être vraiment en amour, machin, et ben pas du tout, je suis en train de penser à mon ex ou à mon futur ou à je sais pas qui, à fantasmer sur un autre. Et voilà, et normalement, on n'est pas censé donc partager plusieurs partenaires sexuels, et pourtant ça se fait beaucoup, plus qu'on ne le croit. S'engager en couple, le problème de l'engagement, pourquoi est-ce que c'est difficile d'aimer plusieurs personnes à la fois? Parce qu'il y a le problème de l'engagement. Et que normalement, on est censé s'engager sur une personne et pas sur deux ou sur trois, sauf dans le fameux modèle aujourd'hui du polyamour, où on peut s'engager sur plusieurs personnes, et vous verrez combien c'est aussi complexe. C'est pas non plus un modèle hyper simple, même si ça a l'air affriolant et séduisant sur le papier, mais c'est pas si simple que ça. Donc s'engager en couple, bah, ça veut dire être persévérant. Il va y avoir des problématiques que j'ai citées tout à l'heure, et il va y avoir une certaine routine, et ça n'a pas bonne presse aujourd'hui. On ne veut pas de la routine aujourd'hui, on veut tout. On veut s'épanouir. On ne veut pas forcément de la routine, des habitudes, du plan-plan, du confort, parce qu'on veut pas ça, mais on veut aussi de la sécurité. Alors ça devient compliqué. On veut l'intensité, la sécurité, et voilà. Et donc ça, je le dis à chaque fois, c'est compliqué. Pour pouvoir s'engager en couple, ça veut dire qu'il va falloir non seulement faire des projets sur le temps, il va y avoir des problématiques sur la durée, hein, ça va être quelque chose qui doit censé être duré, et donc comment on va gérer les crises et les frustrations, est-ce qu'on va être persévérant, et il va y avoir une épreuve de la désirabilité. Est-ce que je vais être toujours désirable? Est-ce qu'il va toujours me désirer? Est-ce qu'il ne va pas en désirer un autre ou une autre? Est-ce qu'il ne va pas partir préférer un autre, une autre, etc. Donc ça, c'est vraiment les problématiques du couple quand le couple s'engage dans la durée avec une seule personne. Et évidemment, ça fait que des fois c'est tellement complexe qu'il y en a certains qui vont choisir d'aimer plusieurs, parce qu'ils vont trouver une réponse à tous ces problèmes en se disant « Oh là là, c'est trop compliqué de s'engager avec une seule personne, il me manque ceci, il me manque cela, et donc je vais préférer passer en mode exploration, je vais tenter d'aimer plusieurs personnes à la fois, ou je vais passer à l'acte. Si vous êtes en modèle monogame, traditionnel, vous allez passer à l'acte dans le sens d'être infidèle, vous allez trahir le contrat de l'exclusivité en sous-marin, vous passez en loose day, mentez, et il y a souvent ce qu'on appelle un clivage chez ces personnes. Moi je l'ai vécu à une période donnée, je me rappelle, c'était très clivant, c'est comme si tu es compartimenté en deux, c'est-à-dire tu sais que tu es marié, et puis à un moment donné tu finis par te convaincre que c'est pas vrai que tu n'as pas un amant, c'est pas, non, ceci n'est pas vrai, c'est comme si tu crois que tu as vraiment du double vie, et que c'est compartimenté, c'est ça d'un côté, l'autre de l'autre, et c'est comme des barrières, c'est clivé, quoi. Et ça rentre pas, il n'y a pas de croisement en fait. C'est-à-dire, je comprends pas. Ben, si tu veux, souvent les personnes qui trompent en sous-marin, c'est-à-dire qui ont le mari d'un côté ou la femme d'un côté, ou le compagnon, et de l'autre côté l'amant, l'amoureux, tu vois, à côté, mais qui n'ont pas le droit de l'assumer, vont culpabiliser parce que c'est interdit.
à la fois c'est excitant parce que c'est interdit, parce qu'on l'a qu'en alternance, hein, on l'a pas tout le temps, donc du coup c'est plus excitant, c'est pas réel en fait, hein, c'est une projection, donc ça augmente le désir, ça augmente la tension du désir, le fantasme, mais en même temps, si tu veux, il y a comme, comme c'est interdit, il y a un clivage, c'est-à-dire je ne peux pas m'autoriser à être une et une seule personne, c'est comme si je dois me séparer en deux, j'ai ma vie avec mon mari et ma vie avec mon amant, tu vois, ma vie là et ma vie là. Et donc, c'est comme des barrières infranchissables. Et à un moment donné, souvent, les personnes, elles finissent par, si ça dure, cette histoire d'amant, bon, si c'est qu'une soirée ou deux, bon, mais quand ça dure comme ça, c'est comme si tu as vraiment deux vies, double vie. Il y en a qui le vivent comme ça. Et finissent par se convaincre qu'il y a vraiment ces deux personnages, ils se dédoublent, quoi. Je suis comme ça à la maison et comme ça avec mon... C'est vraiment deux personnages complètement séparés qui ne se croisent pas. Tu vois, c'est ça le clivage. Je mets une barrière infranchissable, je mets un mur entre moi et moi. C'est moi là et moi là. Il n'arrive jamais d'appeler son amant par le prénom de son mari. Si, mais à ce moment-là, tu fais un truc, il y en a qui sont malins. Tu l'appelles chérie, c'est bon, ça passe pas. Tu fais mon petit chat, hop là, tu trouves un truc. Non, mais souvent, il y a des problèmes quand il y a des histoires comme ça de culpabilité, de je n'assume pas, je mens parce que je veux pas le blesser, parce que je veux surtout pas le perdre. J'ai peur de perdre la personne avec qui je suis attachée, hein, donc je vais mentir. Et puis ça ne se fait pas, puis ma réputation, puis il y a plein de questions qui se posent comme ça. Donc effectivement, c'est compliqué, cette histoire de honte, de culpabilité, de transgression. C'est pas simple ça pour les personnes. Souvent, ça crée beaucoup de tension, voire de surmenage, de stress. Et à un moment donné, soit le mari finit par la prendre, soit la personne, elle laisse un peu traîner genre les actes manqués, tu vois. Donc bon, et puis aujourd'hui avec Tinder, enfin avec tous les iPhones et tout, on finit toujours par savoir. Bon, à un moment donné, ça finit par savoir ce truc. Bon, puis c'est pas confortable surtout. C'est surtout le problème que c'est pas confortable. Et en même temps, il y a quand même la majorité des couples aujourd'hui, puisque 70%, c'est énorme, mais 70% qui se trompent en sous-marin dans le modèle traditionnel. Donc c'est fou, quoi. Au moins, une fois dans leur vie, les gens disent, quand il y a des enquêtes qui sont menées, qu'ils ont trompé leur mari, leur compagnon, leurs amoureux, tu vois. Donc, au moins, oui, c'est les hommes et femmes, hein, pas que dans un sens. On pourrait se dire, oui, mais que les hommes, non. Ça a changé. Ça a changé. Donc oui, ça se fait énormément. Pourquoi? Parce que, justement, la réponse aux frustrations du couple, au problème du désir, au problème de toute la charge mentale qu'ont les femmes, de tout tenir à bout de bras, d'être dans un couple au quotidien, etc. Alors, je parle pour les femmes, et pour les hommes, c'est d'autres problèmes. Ils se sentent envahis, eux. Les femmes sont abandonnées, donc il y a des frustrations de part et d'autre. Et donc, du coup, la réponse, souvent, c'est je trouve ailleurs. Donc, je vais commencer à entamer une relation ailleurs, qui va être plus merveilleuse ou plus fantasmée. Donc, je vais projeter des tas de trucs plus passionnels, plus érotiques aussi. Il y a plus de sexe en général, donc c'est plus passionnel, c'est plus vivant, et ça me rend vivant. Et donc, je suis plus comblée, je suis plus narcissisée aussi, hein, je suis plus valorisée, parce que là, il y en a une à côté, où si je suis un mec qui est complètement béate d'admiration, là, t'es un dieu de l'amour, je t'aime tellement, et je t'envoie des textos et des likes et des machins toutes les 5 minutes. Donc, c'est hyper narcissisant. Il n'y a pas qu'une histoire de passion, c'est aussi, je reçois énormément de signes de reconnaissance que ma femme, par exemple, elle m'en donne moins, puisqu'elle me critique au bout d'un certain temps. Elle commence aussi à présenter des manifestations de frustration. Donc, tout n'est pas rose dans le couple longue durée, alors que le nouveau mec ou la nouvelle nana que je rencontre, elle est là, c'est merveilleux, je suis complètement béate d'admiration devant toi, amen, etc. Forcément, on pourrait se dire, ouais, c'est chouette de pouvoir vivre ça, en fait. Il y a des personnes qui adorent pouvoir vivre sur plusieurs tableaux comme ça, sauf que quid de la jalousie, enfin quid de la culpabilité quand on est en sous-marin, hein, et puis de mentir, et puis après que l'autre apprenne qu'il ait trahi le contrat d'exclusivité, enfin toutes les embrouilles qu'il y a derrière, les complications d'être sur deux plans à la fois, parce que quand on n'est pas positionné, quand on est dans le flou là, on n'est ni là ni là, on est nulle part en fait.
Parce que vous êtes dans votre tête en train d'hésiter, quand vous partagez plusieurs personnes, plusieurs amours, vous êtes en train de vous dire, alors j'investis où? J'investis là, on l'a dit, hein, être en relation, c'est investir du temps et des projets. Donc j'investis ici, j'investis là-bas, alors je suis ici mais j'ai envie d'être là-bas, je suis là-bas mais j'ai envie d'être ici. Là, ça commence à être compliqué l'histoire. On ne sait plus où on crèche, on ne sait plus ce qu'on veut, on se perd là-dedans, plus la culpabilité, plus chacun réclame sa place, parce qu'après, là, je parle de la personne qui aime plusieurs personnes, mais les partenaires qui sont aimés vont commencer à sentir, quand ils le savent pas encore, ils trouvent ça un peu, des fois il y a des trucs un peu suspects, ouais mais j'imagine que, je pressens que, c'est louche, t'es avec moi mais t'es pas avec moi, t'as pas l'air vraiment là en ce moment, et puis et quand ils le savent, non, alors c'est ma place, mais je suis pas ma préférée, c'est pas moi la préférée, quelle est ma place, l'autre elle prend plus de place que moi, je veux pas partager, enfin c'est toutes les problématiques de jalousie et de prise de place, de chouchou, qui vont se poser, et ça c'est très biologique, hein. C'est très compliqué de résoudre ça. Certains y arrivent dans le modèle du polyamour, justement, normalement il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chouchou, tout le monde est censé être à égalité, il n'y a pas de part du gâteau qui mériterait normalement, ça c'est idéal, mais dans la réalité ça se passe beaucoup moins facilement que ça. Il y en a toujours un qui crispe quand ils sont à trois, un couple et puis un autre partenaire, hein, il y en a toujours un qui finit par crisper en disant ouais mais attends, tu passes plus de temps avec elle, ou tu es tout le temps en train de lui écrire, etc. Donc ça veut dire que moi, où elle est ma place maintenant, moi je suis la deuxième sur le podium, donc non ça va pas. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine, même si ça a l'air alléchant comme modèle, c'est plus compliqué que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit d'aimer plusieurs? Donc je l'ai dit, parce que le couple longue durée, c'est un engagement, et puis bon, c'est pas toujours simple, c'est fait de frustration. Parce qu'on valorise la liberté, il y a des profils de personnalité qui valorisent la liberté. La liberté, là, c'est ça, on va pas me contraindre. Le couple, c'est l'engagement, c'est des contraintes, et j'ai pas envie de me contraindre toute ma vie. Donc la liberté c'est mieux, vive la liberté, et ça va donner des profils qui vont avoir du mal à se restreindre sur une, c'est-à-dire accepter la limite. Parce que faire un choix c'est renoncer, vous le savez, c'est être en contact avec des limites. Et il va y avoir du plus et du moins, et voire des crises. Et donc des frustrations. Et il y en a, ils ne supportent pas. Il y en a, ils se disent, oh là là, la vie c'est la liberté, je me sens pas libre, je me sens trop contraint, oh là là, j'ai plus les options ouvertes là, dans mon futur, tout est bouché, ça va pas le faire ça. Moi je préfère me sentir libre et ne pas opter pour l'engagement. Donc on va avoir des profils de personnalité qui vont valoriser la liberté et pas les contraintes de ce qu'ils nomment l'engagement. Mais souvent, je fais réfléchir des gens là-dessus. Quand je les ai dans mon cabinet, je leur dis, mais attendez, est-ce que vous pensez que la liberté se trouve en dehors des contraintes d'un cadre? Oui, oui, oui. Eh bien non, vous vérifierez. Très souvent, la liberté est à l'intérieur du cadre que vous vous imposez, et pas l'inverse. Parce que je le disais tout à l'heure très justement, quand on n'est pas positionné dans un... Quand on ne fait pas de choix, ou qu'on a du mal à faire un choix, on n'est pas positionné. Et quand on n'est pas positionné, on n'est pas dans un cadre, et du coup ça flotte complètement, et c'est hyper insécurisant en fait. On ne sait plus où on crèche. Alors que quand on est quelque part, et qu'on accepte la contrainte, qu'on se dit, bah oui, j'ai choisi une personne, d'accord, ok, elle aura ses qualités et ses défauts, je ne peux pas tout avoir, je vais être obligée donc de faire un choix et de renoncer à des choses que je ne pourrais pas avoir, mais au moins il y a quelque chose qui se pose. Parce que je ne suis plus en train de me dire, ah, mais je peux tout avoir, mais je suis frustrée parce que je crois que je peux tout avoir, et dans l'idéal, j'aimerais tout avoir. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus sage, ou c'est pas de la sagesse, c'est vraiment le positionnement crée de la sécurité. Donc quand on est dans un cadre, c'est plus sécure, ok, c'est limité, mais c'est plus sécure. Et la vie est limitée. La vie présente sans arrêt des limites. Vous avez jamais remarqué que dans la vie, l'illimité... vous pouviez avoir tout ce que vous voulez, non, ça n'existe nulle part. Vous êtes toujours confronté au réel, et le réel est toujours limitant. Donc c'est intéressant aussi d'observer ces profils de personnalité qui rêvent de tout, et qui veulent renoncer à rien, qu'on appelle un peu les adolescents, les Peter Pan, les adolescents éternels, ou ça peut être des femmes aussi, et qui, au nom de la liberté, ne veulent pas renoncer à quoi que ce soit, et s'engager finalement sur une personne sur le long terme. Pour éviter le manque aussi, alors ça c'est pourquoi on choisit plusieurs, souvent aussi, ce que je vois apparaître, c'est pour éviter le manque, le vide existentiel. Parce que c'est hyper anxiogène de se lever le matin et puis d'être dans la journée, de ne pas avoir un métier qui plaît, ou des amis suffisants, ou des passions, et d'être confronté au vide existentiel.
Donc la première chose, la première stratégie qu'on utilise pour éviter de se confronter au vide existentiel, c'est la passion amoureuse. On va faire de sa vie, on va, surtout les nanas d'ailleurs, hein, les femmes presque plus que les hommes, puisque les femmes, elles, leur priorité, c'est la vie sentimentale et amoureuse. Les hommes, c'est plus la reconnaissance sociale sur le marché du travail, le pouvoir, etc. Mais les femmes, c'est vraiment une priorité. C'est fou le nombre de nanas dépendantes affectives que j'ai eu dans mon cabinet, c'est un truc incroyable ça. Et donc, à ce titre-là, c'est pourquoi. Posez-vous la question, en général, c'est parce que je veux fuir mon vide existentiel et je vais trouver des stratégies extraordinaires pour le fuir, c'est la relation amoureuse. Donc il me faut un partenaire ou un compagnon pour l'affectif en fait, pour soigner mon vide affectif. Alors, sexuel ou affectif, peu importe, mais c'est vraiment extrêmement anxiogène de rester scotché à son vide existentiel. Je suis là dans le vide, je sens du manque, je sais pas quoi, je manque de quelque chose, il me faut me compléter par la relation amoureuse, donc il me faut un partenaire. Et voilà, et c'est parti sur je vais chercher l'amour, qui durera toujours, comme dans les films romantiques, parce qu'on nous imbibe de ça tout le temps. Donc c'est fuir l'angoisse, et la passion amoureuse, souvent, c'est une manière d'éviter le manque. Hein. L'injonction sociétale qui est « soyez épanoui, vous avez le droit à tout », d'ailleurs, et notamment à une belle relation. Il y a beaucoup pour aimer plusieurs personnes. Ceux qui aiment plusieurs personnes, ils ont un fort besoin d'être valorisés en général. Ça va avec un problème d'estime de soi. Très souvent, c'est pas systématique, mais vous verrez que souvent les personnes qui tendent à aimer plusieurs personnes en même temps, c'est qu'elles trouvent au fond qu'elles n'ont pas assez de valeur. Donc elles ont besoin d'aller se rassurer, de séduire, ou de se laisser séduire, ou d'être séduit, ou d'être valorisé par d'autres partenaires. Un ne suffit pas. Il y a plus de sources, hein, plus il y a de partenaires et plus il y a de sources de reconnaissance, de signes de reconnaissance, comme quoi tu es beau, tu es merveilleux, tu es gentil, tu es intelligent, tu es ceci, tu es cela, tu es magnifique. Pourquoi la personne a besoin tellement de séduire et d'être séduit? Parce que justement, capter l'attention, c'est une manière de se rassurer sur sa valeur intrinsèque. Donc ça veut dire que la personne qui fait ça n'a pas validé sa valeur intrinsèque, donc elle va chercher de la nourriture à l'extérieur pour valider sa valeur. Donc en général, on utilise les femmes et les hommes, je suis encore séduisant sur le marché, tout va bien sur le marché de l'amour, je plais encore, donc ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Ah, je me redresse, ça va tout de suite mieux. Je plais encore, je suis encore aimable. Ah, j'ai eu chaud. Hein. Alors les femmes avec l'âge et tout, moi je peux dire que je suis confrontée parce que je vieillis et donc à chaque fois je me dis oh là là, oh là là. Alors, je le dis pour moi mais parce que je m'observe, mais je l'observe sur plein de femmes. Oh là là, je vais plus plaire à personne, mon Dieu, comment je vais faire, je vais être en rade, plus personne va m'aimer, et ma valeur, et je suis pas assez belle et pas assez ceci. Et les hommes, c'est pas assez. Hein. Et mon érection, comment je vais faire avec l'âge? C'est en diminution. Comment je vais me rassurer avec ça? Alors bon, peut-être si je séduis des petites nanas et qui, ça va marcher. Et donc du coup, je me valorise et d'un coup, hop, mon estime de moi remonte. Ah, je suis encore un beau gars, je plais encore, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on est fragile, on n'est pas grand-chose, ça ne tient pas à grand-chose. Mais je rigole, mais on est quand même, on est vachement en prise avec ça quand même. Et c'est l'ego qui tient ça. Et c'est normal, je veux dire, il y a quelque chose de légitime, on est des petits enfants fragiles à l'intérieur de nous. Mais après, si c'est la nature humaine ou la biologie qui aussi impose certaines choses, il faut l'accepter. Oui, c'est facile à dire. Alors oui, il faut l'accepter. Ça serait dans la théorie, tu vois. En théorie, je suis d'accord avec toi, l'idée étant d'accepter le vieillissement, étant d'accepter qu'on plaît moins, étant d'accepter, oui. Que le corps jeune, par exemple, oui. Pour un homme, est susceptible d'une attraction plus importante que le corps vieilli. Oui. C'est biologique, c'est naturel. Oui. C'est tout. Oui, tout à fait, on est d'accord. C'est pas une question d'ego ou pas, ou je ne sais pas. Mais... Non, mais c'est sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, il y a des choses qui sont inhérentes à la biologie. Alors, faut-il l'accepter ou lutter contre? Parce qu'on peut se poser la question. Soit, parce que, si tu vas dans ce sens-là, je répète ce qu'il a dit. Il a dit, oui, c'est sûr, les hommes, d'ailleurs les femmes aussi, je te préviens, on préfère les corps jeunes, entre nous soit dit, une petite préférence quand même. C'est pas que dans un sens, il y a la réciprocité. Mais oui, effectivement, les hommes préfèrent les corps jeunes, les femmes préfèrent les corps jeunes, bon, très bien. On dit plutôt que c'est les hommes qui partent à la conquête, je pense que c'est aussi pour se rassurer au niveau narcissique aussi. Bon, voilà, et donc c'est dans l'ordre naturel des choses, je ne sais pas si c'est tellement la naturalité, ou si c'est aussi...
souvent dans la théorie évolutionniste, on explique ça comme ça, on dit plutôt les hommes, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont besoin de rester sur le marché de première main. C'est-à-dire que, vous avez entendu ça, voilà, les premières mains et les deuxièmes mains. Les premières mains sont les mâles dominants, c'est les mâles qui vont ensemencer la terre avec leur gène de qualité. C'est-à-dire qu'ils vont partir à la conquête le plus possible des femmes, des femelles, pour, ici c'est des femmes, pour procréer en fait, et c'est ce qui sert à la survie de l'espèce. Donc les hommes ont envie de rester hommes sur le marché de première main. Parce que sur le marché, il y a beaucoup plus d'hommes en deuxième main qu'en première main, évidemment. Puisque les deuxièmes mains, c'est ceux qui se sentent un peu inférieurs dans la hiérarchie. Hein. Il y a une hiérarchie, et les hommes et les femmes savent très bien quelle est leur place dans la hiérarchie. Il y en a qui savent très bien qu'ils ont des attributs masculins et qui plaisent aux femmes. C'est comme les femmes, elles savent très bien qu'elles ont leur place dans la hiérarchie, elles se comparent, machin, elles savent très bien que là, elles ont une place, elles ne peuvent pas réclamer beaucoup. Comme les hommes, il y en a qui se disent, moi j'ai toutes les nanas à mes pieds, et donc je passe mon temps à compétitionner avec les hommes, ça c'est le marché de la première main, et donc ma vie donnera du sens, ma vie aura un sens parce que je serai celui qui aura eu le plus de conquêtes féminines, et donc du coup je serai vraiment un homme et je serai valorisé comme ça. Donc je suis vraiment narcissisée et valorisée, mais il faut que je continue à travailler toute ma vie pour être en compétition avec les autres et rester sur le marché de la première main. Donc c'est vachement, toute mon énergie est au service de ça pour les mâles dominants. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Donc ça c'est la théorie de l'évolution. Et donc, mais pourquoi pas, je referai un sujet un jour un peu plus creusé, un peu plus approfondi là-dessus. Mais oui, bon, ok, c'est naturel. Mais est-ce qu'on accepte et on dit, bah, c'est comme ça, c'est une fatalité, ma foi, les hommes préfèrent les jeunes et donc, du coup, voilà, ils vont lâcher leurs femmes en cours de route parce qu'ils vont partir à la conquête d'une jeune, ou alors ils vont tromper en sous-marin. C'est normal qu'ils soient infidèles, puisque il n'y a pas de, voilà, ça fait partie de la lignée des choses. Attends, tu dis ça, les féministes, elles vont trouver dans les brancards. Quelle horreur. Mais est-ce qu'on peut lutter contre? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une théorie de l'évolution qui sert à la reproduction des espèces que on est obligé d'accueillir ça et de dire, par exemple, les femmes, alors tu pourrais dire, bah oui, alors les femmes, elles sont soumises aux hommes, c'est normal, parce qu'elles sont là pour les aider à se réaliser, et puis il leur faut un homme pour les protéger par rapport à leur niché, et donc c'est dans l'ordre des choses, et donc à ce titre-là, elles doivent se soumettre. Bon, restons comme ça, hein, il n'y a pas de raison, acceptons-le. Voilà, voilà. Alors, oui, c'est la biologie, mais en même temps, on peut peut-être aussi élaborer autre chose et construire autre chose que tout. Parce que pourquoi pas, hein, on peut l'accepter si on est bien avec ça, mais si c'est souffrant, on peut peut-être faire de manière raisonnée et peut-être retrouver un certain libre arbitre là-dedans. Enfin, ça, c'est mon avis sur la question. Donc, pourquoi choisir d'aimer plusieurs? J'étais sur la question. Aussi parce que, donc je disais, besoin de plaire et de se rassurer, continuer à séduire ad vitam aeternam, aussi avoir quelqu'un qui prenne vraiment soin de moi, vous savez, le take care. Ah, ma femme ne prend plus assez soin de moi, ou mon homme ne prend plus assez soin de moi, donc qui peut prendre soin de moi? Plus j'en ai, plus j'ai des personnes qui m'aiment, et plus elles prennent soin de moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne sais pas prendre soin de moi. Je ne suis pas le premier à me déléguer le pouvoir de prendre soin de moi, donc je demande aux autres de prendre soin de moi. Tiens, j'en avais un tout à l'heure, j'avais un de mes patients qui disait oui, moi il me faut absolument une femme dans ma vie. Alors, mais pourquoi c'est angoissant si j'en ai pas, mais pourquoi? Parce que quand j'aurai 80 ans, qui c'est qui va me tenir la main quand je serai grabataire? D'accord. Non mais en poussant un peu le bouchon, ça allait jusque-là. D'accord. Bah, on va peut-être expliquer que c'est... D'abord, on n'en sait rien, donc à 80 ans, ce sera grabataire. Et puis peut-être que tu peux apprendre à prendre soin de toi. Et que éventuellement il y aura peut-être des aides, des infirmiers, des infirmières, il n'y a pas que quelqu'un, ta femme, qui va te tenir la main et t'emmener à l'hôpital. Non, ça c'est pas forcément une réalité, tu vois. C'est peut-être pas forcément ce qui va se passer non plus. Donc, mais imaginez que plus on a de partenaires et plus on prend soin de nous, c'est vrai, c'est pas forcément vrai, parce que la première personne qui doit prendre soin de nous, c'est nous. Pas tellement les autres. Alors tant mieux si les autres ils passent par là et ils sont là en mode attention, petit cadeau, valorisation, etc., complicité et tout, tant mieux, hein, c'est plutôt sympa de récupérer l'amour des autres. Mais ça fait pas tout. Parce que si vous êtes en carence, vous allez passer votre temps à vouloir être aimé des autres et à 1, 2, 3 partenaires, toujours plus. Voilà. Donc ça vous suffit jamais. Vous pouvez pas renoncer à être aimé par à vous engager sur une personne parce que vous voulez qu'on prenne soin de vous. Comme un enfant en fait, hein, c'est ça.
Voilà, alors ne pas renoncer, cumuler des amours, c'est ceux qui préfèrent ne pas se sentir frustrés et cumuler. C'est pour ça qu'ils choisissent plusieurs. Ensuite, peur de manquer d'amour. Il y en a qui ont très peur aussi de manquer d'amour, de sexe, de protection, et qui se disent, moi j'ai eu fait pendant un temps ça, je me dis oh là là, je vais jamais être assez aimée. Parce qu'il y a des personnes comme moi qui se disent je suis jamais assez aimée très longtemps. J'avais fait une conférence là-dessus. Et donc elles se disent il va m'aimer mais pas assez. Un jour il va découvrir que je ne suis pas assez ceci et cela. Et donc deux c'est mieux qu'un. Qui dit mieux. S'il y en a un ça marche pas, il y a un jour un autre à côté. Et donc ça fait partie aussi, moi je suis honnête, je l'annonce, la couleur, mais il y en a qui ne le voient pas de manière si visible, en toute honnêteté, et parfois le polyamour, enfin ce modèle amoureux où on aime plusieurs personnes à la fois, c'est aussi pour se dire ça, pour se dire bon attends, moi je suis pas si sûre que je suis aimable et que l'autre va rester avec moi, donc si celui que j'aime tellement ne reste pas avec moi, j'ai déjà l'option de secours, qu'il y en a un autre au frigo qui peut m'aimer aussi, puis un autre, et voilà. Donc ça c'est l'opération je ne veux manquer de rien, ni d'amour, ni de sexe, ni de protection. Donc aimer plusieurs égale sécurité. mais ceci n'est pas vrai, hein. Mais c'est l'idée que se fait la personne en se disant plus j'ai des personnes qui m'aiment, et puis moins j'ai de vide, mais surtout plus je vais récupérer de la sécurité, de la tendresse, de l'amour, de la protection, de ceci, de cela, de l'amusement, de la distraction, du sexe, des tatas. C'est vrai, c'est faux. Parce que le problème, il n'est pas à cet endroit-là. Le problème, il est, je crois que je ne suis pas assez aimable. Quand j'ai dit tout à l'heure, je crois que je n'ai pas de valeur. Le problème, il est à cet endroit-là. Il n'est pas tellement de résoudre en se trouvant une stratégie d'être aimé par plusieurs. Ça ne va rien faire. Parce que si l'inscription, c'est « je crois que je ne suis pas assez aimé », vous en ayez 1, 2 ou 3, l'inscription est toujours là. Ça ne change rien. C'est jamais assez de toute façon. Alors, même pour les hommes ou les femmes qui séduisent tout le temps à tour de bras, hein, vous avez remarqué, c'est jamais assez pour les séducteurs. Ils sont jamais assez, ça rentre et ça sort comme dans un violon, là, hop là, et suivant, et suivant. Et donc, c'est jamais assez, parce que le trouble, il n'est pas à l'endroit du résultat, il est dans l'inscription, je crois que j'ai pas de valeur, ou je crois que je suis pas aimable. Le problème, il est là, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans les stratégies de séduction. C'est pas que ça. Hein? C'est pas que ça, c'est pour tromper un ennui ou... Alors aussi, j'ai dit, c'est pour tromper un vide existentiel, mais pas que. Il y a la séduction, c'est souvent le problème narcissique. Je crois que j'ai pas assez de valeur, donc capter l'attention de l'autre, capter le regard, c'est savoir que j'ai de la valeur, c'est savoir que je suis quelqu'un, que j'existe dans ses yeux, et plus je capte l'attention, et plus en mode fusion, comme ça, et t'es émerveillé par moi, t'es béate d'admiration, et plus je me dis que j'ai de la valeur. Sur le marché de l'amour en plus, notamment, là je pensais aux hommes, mais et aussi pour les femmes en termes de désirabilité. Hein. Plus je me sens désirable parce que je sais que je séduis encore et toujours, et donc je me sens quelqu'un à la hauteur, quoi. Voilà. Sauf que le problème, il n'est pas à cet endroit-là. Vous pouvez passer votre vie à capter l'attention, à séduire, mais ça ne sera jamais assez. On dirait présenté comme ça que c'est mauvais. Bah, c'est un peu compulsif, voilà. Ça peut être une forme de compulsion obsessionnelle, et que ce qui n'est pas remarqué, c'est le problème à la base, à la ressource, qui est je suis un enfant en moi, j'ai un enfant en moi qui croit qu'il n'a pas de valeur, ou qui croit qu'il n'est pas assez beau, pas assez séduisant, pas assez aimable. Et souvent, ça, c'est pas vu. Hein. Et la stratégie de séduction, qui est charmante, hein, mais compulsive, elle ne résout jamais le problème, puisqu'il ne sait jamais assez. Et il faut passer sa vie à séduire pour vérifier qu'en fait, je plais toujours, en fait. Et je me rassure là-dessus en plaisant, en séduisant. Et en même temps, c'est fatigant, parce que séduire tout le temps, eh ben, ça demande d'être toujours au top sur le marché, hein, d'être toujours beau, fringant, à la hauteur, au top de l'image, de s'épiler, de soigner son look, de soigner son vocabulaire, de chercher à être charismatique. Donc, c'est une énergie fabuleuse qui est mise au service de ça, tout ça pour ça. Et pendant qu'on fait ça, je vous rappelle, on fait pas autre chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre ? Ah, bah ça, faut vous questionner sur c'est quoi le sens de votre vie. Hein. Mais quand on fait des choses compulsives, toute l'énergie est mise au service d'un et un seul comportement, et du coup vous ne pouvez pas être multi-intérêt, multi-centre d'intérêt. Vous n'avez qu'un centre d'intérêt, et des fois ça peut être un appauvrissement, parce que le séducteur par exemple, ben, il ne va pas s'intéresser, il n'a pas le temps de s'intéresser. Je vous rappelle que la ressource temps, c'est quand même quelque chose. Donc si je donne beaucoup de mon temps là-dessus, ben, je ne passe pas de temps ailleurs à m'occuper d'autre chose. Et pourtant il y a tellement de centres d'intérêt, il y a une
richesse et une diversité de centres d'intérêt. Il n'y a pas que la séduction avec les femmes et les hommes qui peuvent être intéressantes. Je veux dire, il y a plein de trucs. Hein. Vous avez la sphère familiale, la sphère intellectuelle, la sphère spirituelle, la sphère philosophique, la sphère professionnelle, amicale, loisirs, éléments de la nature, enfin je sais pas. Hein, le sport. Alors voilà, les loisirs, le sport, le théâtre, le machin. Bon, il y a énormément de choses qui sont intéressantes. Mais si vous mettez toute votre énergie pour séduire parce que vous n'êtes pas sûr que vous avez une certaine valeur sur le marché, vous allez vous fatiguer, quoi. Vous n'avez que ça à faire. Et je vous rappelle, vous n'avez pas autre chose à faire. Toutes les autres choses, on ne peut pas optimiser son capital séduction. C'est pas ce que se disent les hommes qui sont sur le marché de la première main. Ils se disent au contraire, plus j'augmente mes talents, plus je brille de tous mes feux, sur le sport, sur la profession, sur l'argent, sur ceci, sur mon côté intellect, et plus je vais être séducteur. Parce que je vais travailler à ça, à garder une image haute. C'est même effrayant ce qu'il donne à voir. Ben oui, c'est l'image, tout est dans l'image. Ben oui, la voiture, c'est ça, le bateau, le sport, le machin, les conquêtes, la lessivémie. Toute une vie distribuée autour de je vais rester le mâle dominant parce que comme ça, au moins, ma vie aura du sens. Mais c'est pas que sa vie aura du sens, c'est qu'il aura donné du sens à sa vie en restant sur le marché de la première main et en mettant toute son énergie là-dessus. Et peut-être que c'est pas très détendu en fait. Hein. C'est un peu fatigant. C'est une course sans fin. Parce que moi j'en ai vu des hommes comme ça, hein, très compétitifs, etc. Qui, justement, je pense à un qui était très fringant là, pendant toute sa jeunesse, et qui avait toutes les conquêtes parce qu'il était dans la voile et qui avait fait des frégates, etc., qui était bien reconnu, bon bref, puis après, plus connu, inconnu au bataillon. Oh putain. Alors là, il avait fait une dépression, c'est ça le problème. Hein. Ah, ça y est, c'est la retraite, et donc fini, grosse dépression, terminée, au revoir. Le rideau, et alors, insupportable. Si toute la vie a été consacrée à prouver sa valeur et sa réussite, et avec toutes les conquêtes, et après il n'y a plus rien, c'est catastrophe. C'est le rideau, le théâtre est fini, hop là. Et alors je fais quoi de ma vie, voilà. Donc c'est un peu triste finalement. Je voulais dire aussi que peut-être le séducteur il ne s'est pas aimé. Oui, alors on peut, là on vient sur la question, est-ce que séduire c'est aimer? Est-ce qu'être amoureux c'est aimer? Séduire de manière compulsive, je dis pas séduire de manière on a tous envie de séduire, mais il y a séduire et séduire. Il y a séduire de manière compulsive pour se rassurer sur son sort, et séduire parce que voilà, on a envie de plaire de temps en temps. C'est toujours les curseurs, hein, c'est pas le problème d'avoir envie de séduire. Il faudrait pas me faire dire ce que je dis pas. Faut arrêter de séduire, c'est pas ça. L'étymologie de séduire, c'est pas séduire, c'est tromper. Pas forcément. Les boutades. Non, c'est pas forcément tromper. C'est obtenir du regard, de l'attention en fait. Hein. Séduire, c'est reconnaître qu'on existe et qu'on a de la valeur et qu'on est singulier en fait, hein, par le regard des autres. Donc ça nous fait dépendre du regard des autres. Hein. Et en même temps, c'est une manipulation. La séduction, c'est une manipulation. Hein. C'est une manière de j'ai à charmer et à obtenir ce dont j'ai besoin, qui est de l'attention. Voilà. Donc tout ça, c'est à questionner, et à voir est-ce que j'ai pas d'autres stratégies pour obtenir de l'attention, ou est-ce que je peux pas me donner de l'attention par moi-même et me valider par moi-même. Alors ça, c'est toutes les questions de fond, quand c'est excessif, évidemment, et que finalement, ça dessert plus à la personne que ça ne l'aide. Parce que ça empêche l'engagement aussi. Hein. Et les personnes qui ne sont pas engagées, souvent, elles peuvent se satisfaire pendant une période des amours pluriels, parce que ce sont des périodes exploratoires. Hein. Moi, j'ai beaucoup vécu dans les amours pluriels, parce que j'ai eu des périodes exploratoires comme ça. Et qui dit exploration, dit innovation, dit créativité, dit changement, dit découverte, dit curiosité, dit apprentissage, etc. Mais dit stress. Beaucoup de stress, parce que quand il y a du changement, il y a du stress. Et il y a de l'innovation d'un côté, donc avantage-inconvénient, mais il y a insécurité avec le stress parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas où on va, il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs, mais si tout le monde s'en va. C'est quand même vachement des modèles exploratoires et en même temps c'est excitant, mais c'est très stressant et complexe. Quid de la jalousie, quid de la place, quid du chouchou, quid de la sécurité, tout ça. Donc c'est toutes ces questions-là qui se posent. Et en même temps, ça peut être passionnant pendant une période. Hein. Je veux dire, moi, je suis personne et je trouve que ça est intéressant d'explorer, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc moi, à mon avis, il y a des périodes où on a envie d'être dans des amours pluriels comme ça, d'aimer plusieurs personnes, soit en modèle monogame, soit en modèle
polyamoureux où on est plutôt dans un modèle assumé ici, hein, c'est-à-dire le modèle polyamoureux, c'est on assume d'aimer plusieurs personnes à la fois en authenticité, en consentement des partenaires, en transparence, tout le monde est d'accord, tout le monde le sait. Bon, c'est plus assumé, et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est pas vecteur de stress. Mais c'est exploratoire, intéressant pour se rencontrer sur la jalousie, rencontrer nos différentes facettes, vivre de l'intensité, vérifier si on est toujours passionné, pas passionné, c'est quoi l'amour, c'est quoi la passion, c'est toutes ces questions qui vont se poser. Bon, maintenant, c'est moins insécure, évidemment, et donc il y a des périodes où on a peut-être besoin de sécurité, des périodes où on a besoin de plus de stabilité, des périodes où on a plus besoin de changement et d'innovation et d'exploration, hein. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Une fois qu'on a de la sécurité, on veut le changement et l'intensité et l'exploration. Une fois qu'on a de l'exploration, on veut de la sécurité. Tout est son contraire. Donc c'est le bordel. Et c'est pour ça que comme on ne peut pas tout avoir en même temps, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Soit vous vous mettez dans le modèle où vous êtes qu'avec une seule personne, et là, effectivement, c'est plus sécure, mais il y a moins... il y a peut-être moins de passion et il y a plus de réalité, de pouvoir aimer quelqu'un et de faire durer toute la question de la durabilité, faire durer le désir, faire durer l'imaginaire amoureux, l'érotisme, etc., faire durer la passion, quoi. Soit vous choisissez des modèles où vous aimez plusieurs personnes, où vous vous trompez en sous-marin, où vous aimez en polyamour, etc. Et là, vous êtes dans quelque chose de plus exploratoire, certes de plus intense, mais peut-être où vous allez finir par être tellement insécurisé que vous allez vous retrouver peut-être soit tout seul, soit pas tout seul, mais avec des questions que vous vous posez dans votre tête sans fin. Vous prenez la tête après, au bout d'un moment. Bon, mais à vous de voir. Ça peut être, tout est intéressant, hein, c'est juste que c'est différent. Et puis ça peut être aussi, pourquoi est-ce qu'on décide d'en aimer plusieurs aussi? Des fois, c'est à partir. J'ai dit la liberté aussi. Tiens, je décide aujourd'hui, je ne veux plus être possessif. Ça, c'est aussi très... Aujourd'hui, on est beaucoup dans la possessivité, c'est nul, il faut arrêter d'être possessif, il y a un truc qui dit ça. Donc, le concept de Spinoza est un concept sympathique, vous vous rappelez, c'est « je me réjouis que mon partenaire, mon compagne ou ma compagne puisse aimer d'autres personnes que moi, et je suis heureux qu'elle soit heureuse avec d'autres partenaires ». Donc ça, c'est très spinoziste, encore faut-il y arriver. Mais l'idée, elle est bonne. Je ne veux pas être possessif et je veux laisser l'autre libre. C'est pas toujours évident, hein, mais l'idée est séduisante. Vous dites souvent... Donc il y en a qui se mettent des défis comme ça aux fesses, hein. Moi je l'ai eu fait pendant une période de ma vie en disant non, moi je veux pas être possessif, c'est nul, c'est pas beau, c'est pas intelligent, stop à la possessivité, vive la non-jalousie, voilà, on va y arriver, on retrousse ses manches, etc. Bon, c'est pas simple, il y en a qui arrivent plus que d'autres, donc à vous de voir, hein, si c'est gérable pour vous ou pas, de ne pas être possessif. L'égalité homme-femme, est-ce qu'il y a des différences? Alors ça c'est un sujet pointu, est-ce qu'il y a des différences sur la question, est-ce que les femmes peuvent aimer plusieurs hommes à la fois, ou est-ce que c'est plus facile pour les hommes ou pour les femmes? Alors, grande question, souvent, généralement on dit c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Pourquoi? La raison qu'il a donnée tout à l'heure, parce que les hommes en général partent à la conquête, et ont tendance dans leur biologie à avoir envie d'ensemencer les femmes, d'accord? Et c'est dans la survie de l'espèce. Pour la survie de l'espèce, on a fonctionné comme ça. Bon. Donc, généralement, c'est plus facile pour les hommes. Maintenant, les femmes, elles, on dit au contraire, elles ont besoin, quand elles sont amoureuses, elles vont avoir besoin de mettre toute leur énergie sur une et une seule personne, sur un homme qu'elles vont choisir, pour en faire l'élu de son cœur et de sa famille, et d'être celui qui va s'engager, hein, et donc vont être amoureuses et hypnotisées sur une et une seule personne. Parce que c'est puissant, l'amour et l'état amoureux, et donc en général, quand on est amoureux, on met le projecteur sur une personne, vous avez remarqué? Hein, c'est compliqué d'être amoureux en même temps de deux personnes. En général, quand on est amoureux, c'est puissant, on est focusé sur une personne, c'est comme une hypnose. Donc, paraîtrait-il, enfin voilà, on entend souvent dire quand même que pour les femmes, c'est compliqué d'être amoureuse de plusieurs, que c'est pas la même nature relationnelle, hein. Il y a plutôt un grand amour quelque part et des sexuels à côté, enfin des petits amoureux à côté, mais pas vraiment des grands amoureux, enfin on n'est pas vraiment amoureux de la même qualité, je dirais, la même nature, et par contre, souvent, on
on dit que les hommes, c'est peut-être plus simple pour eux. Est-ce qu'ils sont vraiment amoureux ou est-ce qu'ils sont juste en mode conquête ou en mode intensité? Je ne sais pas, c'est à questionner. Mais en tout cas, on dit qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes sur cette question-là. Que les femmes n'aiment pas les hommes de la même manière. Enfin, quand les femmes partagent plusieurs personnes, c'est pas la même chose que quand les hommes partagent plusieurs personnes à la fois. Et là, j'ai pas signalé aussi le cas où j'en ai eu aussi, hein, une femme qui partage son mari avec sa maîtresse. Ça existe aussi. Donc ça aussi, c'est des coordinations, des combinaisons plus compliquées, mais ça existe aussi. Après, il y a la réputation, la confidentialité, est-ce que j'assume qu'on me voit avec mon mari, mes enfants et mon amoureuse de l'autre côté. Bon, il y a toutes ces complications-là. De votre expérience, est-ce que vous êtes convaincu de ces différences ou pas? Moi, de mon expérience, je trouve qu'il y a quand même des différences hommes-femmes. Moi, personnellement, je trouve que oui, les femmes sont quand même, en général, mobilisées et assez dépendantes d'un homme, dans lequel elles râlent qu'elles se soumettent. Elles se plaignent de se soumettre à cet homme, et en même temps, elles ont envie de se soumettre. Il y a une ambivalence entre j'ai envie de me soumettre dans le sens d'être fanatisée, je suis fanat, j'en peux plus, je suis complètement amoureuse, c'est mon idole, je ne peux pas me passer de lui, je suis en manque quand il ne m'envoie pas 50 textos et quand il ne pense pas à moi, mon Dieu. Et en même temps, je me plains de ça parce que je me sens dépendante et je me sens sous l'emprise et c'est quoi, c'est nul, voilà. Donc il y a cette ambivalence. Et donc, c'est souvent plus difficile pour les femmes de partager plusieurs amours, même si certaines y arrivent, hein, François Saint-Père et d'autres qui ont écrit des bouquins là-dessus. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de polyamoureuses qui arrivent à le vivre, mais ça me paraît plus compliqué vu l'état d'hypnose et biologiquement, je rappelle la question qui est quand je choisis un homme, je mets vraiment beaucoup d'attention pour en sélectionner un qui sera le mâle géniteur, qui va être le protecteur et qui va en même temps être celui que je vais élire pour mettre les meilleurs gènes qu'il a au service de la reproduction. Et donc en général, quand il y a une captation, à ce moment-là, on veut le garder. On ne veut pas partager ou le partager, etc. Alors que les hommes, eux, qui sont censés, mais ça c'est la théorie évolutionniste, partir à la conquête, eux, c'est plus facile de partager en fait. Dire, ouais, j'ai ma femme ici, puis j'en ai une autre ici, puis l'autre voilà, puis on est deux. Menons donc des doubles vies. Moi, je pense que les hommes et les femmes se rejoignent de plus en plus. Alors oui, on voit apparaître ça, puisqu'on est dans des périodes où le féminisme monte en puissance et qu'on se dit mais on a le droit à l'égalité, et pourquoi il y aurait que les hommes qui auraient le droit d'aimer auraient des harems, et pourquoi les femmes n'auraient pas des harems aussi, n'est-ce pas? C'est pas juste. Donc nous aussi, donc moi j'étais vraiment dans ce mouvement-là. Avant que le polyamour existe et que j'étais vraiment là-dedans où je me suis dit tiens on va voir ce que ça donne, c'est exploratoire, tu vois, de pouvoir aimer plusieurs personnes à la fois, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais de mon expérience à moi, mais ça ne tient qu'à moi, c'est quand même plus compliqué d'être passionné, tu vois, d'avoir vraiment deux amours, deux couples en même temps, voilà, de faire deux couples en même temps, tu vois, un double couple. Et moi j'ai toujours été quand même vachement sur une et une seule personne, focalisée sur une, et quand je suis focalisée sur une, j'ai du mal à être focalisée sur l'autre. Mais c'est pas obligatoirement un objectif, faire deux couples. Ah non, là c'est très rare. Déjà c'est très rare, ceux qui arrivent à faire deux couples à la fois, c'est une question qu'on peut se poser, hein, un double couple. J'en ai vu, mais j'en ai vu très rarement des doubles couples. C'est-à-dire chaque partenaire, vous êtes avec quelqu'un qui a, lui de son côté, un partenaire et qui fait aussi un couple, et vous aussi. Donc, et des fois ça arrive, mais ça ne tient pas des années non plus. Et peu de personnes arrivent à gérer des doubles couples. Déjà avec un couple c'est compliqué, alors imaginez des doubles couples, les chassés-croisés qu'il y a dedans, c'est très compliqué. Mais parfois, très rarement ça arrive, mais ça peut gérer. Alors le trouble, la question du trouble, c'est séduisant aussi, je trouve. Ça peut être une idée exploratoire. On est toujours dans les modèles exploratoires. C'est l'idée de s'insérer, le trouble, hein, c'est à trois. Hein, donc une femme avec deux hommes avec une femme, ou un couple avec une tierce qui arrive. Hop, il y en a un qui arrive dans l'histoire du couple. Et ça va poser la question souvent dans le trouble, le problème c'est l'exclusion. Il y en a souvent un qui à trois, hein, c'est le 3, c'est ça. Il y en a souvent un qui se sent pas choisi ou pas assez choisi ou exclu, deux contre un ou deux qui laissent l'autre sur le côté. Voilà. C'est possible quand même dans la durabilité. Moi j'en ai vu hein, des trouples fonctionner sur 1 an, 2 ans. Oui, tout existe, hein. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça
ça complexifie. Déjà, le couple, c'est compliqué, je te dis, à 2, c'est compliqué, mais alors à 3, moi, je l'ai vécu. En plus, personnellement, je l'ai vécu. J'ai vécu à 3 pendant 2 ans, partager un homme sur le même territoire, avec les enfants et tout. Donc, j'ai souvent raconté ça. Moi, alors chacun, il va, c'est pas forcément la jalousie d'ailleurs. Hein. Là, c'était quid de la logistique. Merde, j'arrive dans un couple, il gère les affaires comme ça, moi je gère pas comme ça, c'est le bordel. On n'était pas tous d'accord sur la communauté, tu vois. Donc ça pose des problèmes organisationnels, ça peut poser. On est plus que 2. Alors déjà à 2, c'est compliqué. L'argent, l'éducation des enfants. La sexualité, enfin, il y a plein de questions qui se posent, en plus quand on est à 3 et qu'on vit en communauté. Déjà en amitié, 3 c'est facile. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. À 3, il y en a, voilà, à 3, il y en a souvent un qui se sent exclu. Alors à 3 en trouble, il y a le problème de quelle est ma place, quelle est ta place, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Donc voilà, et tous les autres problèmes inhérents à la vie de couple en fait, hein, classique, qui n'ont rien à voir avec la jalousie, ni rien du tout avec la place, quoi. Donc ça complexifie. C'est gérable, hein. Il faut faire des réunions au sommet, il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup réguler. Voilà. Déjà dans un couple, il faut communiquer et réguler, alors là, on passe son temps à faire que ça. C'est pour ça, je vous dis, c'est bien, mais c'est exploratoire, c'est vecteur de stress. Et voilà, pourquoi ça s'est terminé du coup? Ouais, hein, pourquoi c'est... Ah, parce que chacun s'y retrouvait pas, justement. Moi, j'en pouvais plus à cause de la logistique. Elle s'y retrouvait pas parce qu'elle avait l'impression qu'elle s'effaçait toujours et qu'il y avait toujours nos amis, il y avait toujours trop de monde et c'était pas chez elle, elle chantait plus chez elle. Et lui, parce qu'il se partageait entre les deux, il en pouvait plus au niveau affectif, être là sur l'une, là sur l'autre, là sur l'autre. J'en pouvais plus, là, gérer ce truc de qui est là près. Tu vois, avec qui je passe du temps, elle réclame, on réclamait toujours du temps ou je sais pas quoi, enfin bon bref, au bout d'un moment c'est fatigant, il passait son temps à faire ça, donc il avait plus de temps pour faire autre chose. Du coup il se réalisait pas professionnellement parce qu'il était perdu dans l'émotionnel. Donc... Mais ça c'est un exemple de vie. Après il y a des troubles qui fonctionnent, hein. Enfin il y a des... Voilà, il y en a qui sont heureux, enfin tout existe, c'est à la marge quand même, hein. Ces modèles-là sont à la marge, hein, parce que c'est des modèles qui sont assez... ça a toujours existé, Julie Jim, etc. Enfin, ces modèles-là, c'est pas que ça n'a pas existé, Simone de Beauvoir et Sartre, enfin bon, tout le temps ça existait. C'était moins connu, et il y avait moins de personnes qui rentraient dans le mouvement parce que c'était pas la mode. Donc, et puis c'était pas catégorisé, c'était pas autorisé sur le marché. Donc maintenant c'est autorisé, donc il y en a des gens qui s'engouffrent là-dedans en disant « ça y est, j'ai trouvé la panacée, il y en a marre du couple, le couple est en faillite, vive le polyamour, on va rentrer là-dedans, on va aimer plusieurs personnes, c'est séduisant, on va partageons l'amour. L'amour est libre, l'amour est non possessif, j'ai un grand cœur ouvert, je peux aimer tout le monde peut m'aimer. Peace and love, ça a été très peace love. Hein. Et donc il y avait ça beaucoup dans les années 68-70, où c'était, ici c'était plus la polysexualité d'ailleurs, hein, on était plus sur faisons l'amour librement, et d'ailleurs il y a eu des limites à ça, puisque de toute façon la vie est toujours limitée, donc ils en sont revenus, parce que c'était pas si simple que ça, de tourner comme ça, sexuellement, librement, pas que les problèmes de MST, mais toujours pareil, les problèmes amoureux, parce que c'est sans compter qu'il y a des personnes qui s'attachent quand même, avec la sexualité. C'est pas juste une liberté consacrée à la sexualité, mais bon, alors il y avait tous les problèmes d'attachement qui n'étaient pas prévus, et c'était beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Donc il y a toujours des retours de pendulation, hein. Quand on part dans les modèles innovants et ouverts, on retrouve après le côté conservateur. Vous avez vu dans les époques, on part dans la liberté, dans l'ouverture, et après on revient à quelque chose de plus fermé, de plus conservateur. On le voit sans arrêt apparaître comme ça, hein. C'est liberté, conservateur, hop, on resserre, hop, ça pendule comme ça sans arrêt. Ouais. J'ai l'impression qu'on va à l'avenir vers un mode de fonctionnement où chacun aura besoin de définir sa propre identité et s'affranchir des normes. Oui. Des normes qui sont qui apportent plus grand chose parce que trop connu. Chacun va se définir comme étant sexuel, oui, c'est ce qu'on voit maintenant. Ou pan, ou plein de transgenres différents. Oui, c'est ce qui apparaît là. Hein, dedans, ça correspond à un désir de chacun de se démarquer un petit peu, de vraiment s'auto-affirmer peut-être.
C'est ça. Oui, on voit apparaître ça aujourd'hui, c'est tous les mouvements LGBTQ, j'ai le droit à mon identité, qui je suis un être singulier, différencié, je ne suis pas comme tout le monde dans la masse, donc à ce titre-là, je revisite les normes, et je ne veux pas faire comme tout le monde, donc je veux faire comme moi je veux, et comme moi je sens, et comme moi j'ai le droit, donc on est dans le culte du moi, et moi j'ai le droit à tout, et moi je veux être épanoui, moi je veux être ceci, moi je veux pas être cela, et on est tellement occupé par ce moi, que déjà je sais pas où est l'amour là-dedans, Oui, hein. ça pose problème. C'est l'amour du moi, c'est l'amour du moi, l'amour des autres, je pourrais passer où là. Oui, en excès, ça peut faire une occultation de la relation, on s'intéresse plus tellement à l'autre, on s'intéresse à soi d'abord, bon d'accord, hein. C'est bien aussi parce qu'il faut s'occuper de soi, mais des fois c'est excessif. C'est des appels à l'aide. Oui, mais il y a un mouvement comme ça, effectivement, aujourd'hui, d'apparition de questionnement sur l'identité, et qui est intéressant aussi, parce que c'est important de se prendre soin de soi, de faire un travail de regard sur soi, de prendre, voilà, de qui je suis, où je vais, où vers, quel est le sens de ma vie, bon, c'est des questions qu'on peut se poser, mais en même temps, c'est toujours l'excès, à force de se regarder le nombril, en disant, moi je suis pas comme les autres, moi je veux être différent, et moi je suis une fille, non, t'es un garçon, non, moi je suis une fille ou un garçon, moi je sais plus ce que je suis d'ailleurs à ce propos, qui suis-je, au fond, qui suis-je, vous revenez toujours à la même question, au fond, qui suis-je, où ai-je? Est-ce qu'un jour je saurai qui je suis? Non, ben, je ne saurai rien du tout. Donc vous posez toutes ces questions, vous passez votre temps à vous poser des questions, pendant ça vous ne voyez plus rien, je vous signale, hein, c'est un travail d'introspection énorme. Le matin vous réveillez, vous êtes une fille, le lendemain vous êtes un garçon, sur le lendemain vous êtes un trans, après vous êtes dans un modèle où vous aimez plusieurs personnes, le lendemain vous en aimez qu'un, le troisième vous en aimez trois, vous savez plus ce que vous aimez. Alors à force de vous positionner nulle part et de vous questionner tout le temps, c'est hyper stressant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien, c'est super exploratoire. Mais à force d'explorer des tas de trucs, vous ne savez plus où vous crécher. Donc, et je vous rappelle que le cadre, c'est la sécurité. À un moment donné, vous mettez sur des rails, là, vous allez quelque part dans une direction, une seule, vous êtes posé quelque part et vous arrêtez de flotter dans toutes les directions. Et qui suis-je, et où vais-je, et à un moment donné, ça fatigue quand même. Donc il y a un temps où ça peut être intéressant de vous poser toutes ces questions, c'est bien de se les poser quand même, sinon vous êtes un peu, quelque part, vous n'êtes pas dans le move, hein. Posez aucune question, faites métro, boulot, dodo, c'est pas très intéressant non plus. Alors vous pouvez vous poser des questions, il y a un moment pour se poser des questions, puis un moment peut-être pour s'arrêter de vous poser des questions et voir à quel moment j'ai besoin de me poser un peu, tu vois. Et voilà, donc je pense qu'il y a un temps pour tout, hein. Mais c'est pas inintéressant en soi, c'est toujours l'excès. Il faut toujours délimiter les contours de ces questionnements-là, qui sont bienvenus, hein, parce que sinon on reste toujours, on n'évolue pas, on est toujours au même point. Quand on se pose dans un rail, on a l'impression justement que ça diminue de manière certaine notre liberté. Oui, voilà, c'est ça. Notre champ de bien sûr. Ce qui est enrichissant qui va avec. Ben voilà, mais c'est ce que j'ai dit tout à fait. Alors toi tu parles de rétrogradation, c'est-à-dire si j'ai plus de la liberté, c'est ceux qui valorisent la liberté. Si je me mets dans une voie, si je m'engage avec une seule personne, à ce moment-là, je renonce à tous les possibles. Donc évidemment, il n'y a plus de liberté. Mais la liberté, elle n'est pas forcément, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément dans les contraintes, dans les non-contraintes, et dans je vais manger toutes les glaces à la vanille, à la pistache, au chocolat, et tout ça, je vais goûter à tout, et là j'aurai ma totale liberté, je suis persuadée que je vais m'enrichir. Oui et non. Oui, tu vas t'enrichir, oui, avec un stress comme ça, et avec des questions dans tous les sens, comme on l'a vu, la honte, la culpabilité, le machin, où c'est que je suis, est-ce que je suis jaloux, pas jaloux, quelle est ma place, la place de l'autre, est-ce qui va être rejeté, est-ce que tout le monde m'aime, est-ce que je m'aime, il y a des questions dans tous les sens. Donc à un moment donné, quand tu dis oui, je vais rétrograder, c'est pas gagné. Ça, c'est quelque chose, c'est des personnes qui se disent, qui sont férues de liberté, et qui croient que la liberté, c'est dans le fait d'avoir tous les possibles ouverts. C'est une question que vous pouvez vous poser aussi, ça. Est-ce que c'est vraiment vrai que la liberté se trouve à cet endroit d'avoir tous les possibles ouverts ou pas? Ça, c'est champ à l'infini. À l'infini, tous les possibles sont ouverts, donc ça, c'est l'extrême liberté. C'est pas gagné. La liberté, c'est faire ce qu'on a fondamentalement envie de faire. Oui, mais faire ce que tu as envie, de nouveau, tu peux te questionner. Est-ce que ça c'est être complètement libre? Quand je fais tout ce que je veux et que je ne renonce à rien, je crois que je suis libre. Et à ce moment-là, on revient à ce que je disais, je crois que je suis libre, mais en fait, je ne suis pas libre, puisque
J'aime, par exemple, si on revient sur le thème de j'aime plusieurs personnes à la fois, mais c'est pas si simple que ça parce que mes partenaires, est-ce qu'elles vont l'accepter? Je te signale qu'il y a peu de personnes en fait qui acceptent d'être partagées, hein, de toute façon. Donc, est-ce que je suis vraiment libre là-dedans? Parce que si mes deux partenaires me réclament l'exclusivité et que moi je veux être libre de les aimer sans exclusivité, je fais quoi? Je me retrouve tout seul parce que les deux vont me larguer. Ça, c'est des cas concrets. Franchement, alors tu peux te poser toutes les questions que tu veux. Oui, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Mais enfin bon, t'es pas tout seul au monde. Et c'est sans compter toutes les complexités des situations, tu vois. Et le stress que ça génère chez les uns et chez les autres. Le couple normatif n'est pas plus sécurisant, parce que finalement, vous énoncez les statistiques. Et donc la question de la sécurité. Oui. Voilà. Ah oui, oui, bah, la sécurité nulle part. C'est vrai que le couple, tu as raison, le couple normatif qui dit oui, bah oui, alors on est exclusif et c'est parti pour la vie. Bon, alors là, aujourd'hui, certains y arrivent, hein, mais pas d'autres. et donc à ce titre-là, ça explose, la fidélité exclusive sexuelle, elle explose. Mais bon, alors après, il y a des manières de gérer le truc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité de toute façon, nulle part. Il n'y a personne qui est garanti à vie. Vous ne posséderez pas un bien, parce qu'à tout moment il peut mourir d'ailleurs, sans compter d'exclusivité, mais il peut disparaître. Il peut tomber malade et être handicapé. Enfin, je ne sais rien moi, mais personne, vous n'avez pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter à vitam aeternam, tout peut disparaître à tout instant. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité nulle part. Mais en même temps, on peut toujours discuter de ça, c'est sûr que quand vous êtes dans un couple et que les deux partenaires mettent de l'énergie au service du couple pour pour dépasser les obstacles ensemble, pour faire durer le désir, au service d'une sexualité épanouie par exemple, même quand il y a des crises, même quand il y a des achoppements, pour résoudre des problèmes qui sont inhérents aux tensions d'un couple, etc. Ben, si les deux partenaires se mettent au service du couple, mettent de l'énergie dans le couple, c'est quand même plus simple dans le sens plus sécure, que de ne pas mettre d'énergie, ou qu'il y en a un qui met de l'énergie et pas l'autre, parce qu'il se dit oui mais alors attends, ici toi tu me donnes pas ça, je manque de ceci, cela, tu me frustres, et donc je vais trouver ça ailleurs, tu vois, je vais trouver de la nourriture ailleurs. Parce que ça, c'est le modèle justement du polyamo, où on dit, bon, un ne comble pas tout, donc je vais trouver tout en deux, tout en trois, tu vois. Ou les gens qui font des doubles couples, qui ont des partenaires en sous-marin, des maîtresses qu'ils ont depuis 10 ans, voilà, j'ai une femme ici, une femme là-bas, que je ne quitterai pas parce qu'ils ont du mal à quitter. C'est pas si simple, hein. On est attaché à quelqu'un, même si on est avec une femme, par exemple, un homme avec une femme, qui ne fait plus l'amour avec sa femme, mais qui a une maison en commun, des enfants en commun, qui est attaché à sa femme, et qui a une maîtresse à côté, avec qui il y a de la super sexualité, de l'amour, de l'affection, etc., mais qui ne veut pas quitter sa femme, pas parce que... Est-ce que c'est de la lâcheté, pas de la lâcheté, j'en sais rien, mais parce qu'il est attaché aussi, il y a un certain confort, il y a des habitudes, il y a aussi de l'amour, d'une certaine manière, où il était engagé avec cette personne-là. Donc c'est pas si simple que ça, tu vois, de dire où est la sécurité, pourquoi est-ce que cet homme ne part pas s'engager avec sa maîtresse au lieu de rester, quitte pas sa femme, parce que et là ça fait partie des cas où ce sont des personnes qui aiment plusieurs personnes à la fois, tu vois. Et moi j'avais ce cas hier, justement, moi j'étais avec la maîtresse qui disait mais oui, je suis pas jalouse de sa femme parce qu'il a plus de sexualité avec elle. Je dis ouais, bah, enfin quand même tu le partages. Parce qu'il n'a pas de sexualité, mais il est très impliqué émotionnellement, enfin il est impliqué avec cette femme. Il la voit, il ne veut pas la lâcher, donc c'est amusant. Et elle était super jalouse de la petite conquête dernière, parce qu'il avait fait une dernière conquête avec une petite jeune, alors elle était folle de jalousie sur la dernière, mais pas sur la femme. Alors que cet homme partage 3 femmes en fait, partage son amour en 3. Donc c'est toujours des représentations, hein. Après, la question qui se pose dans ces cas-là, c'est jusqu'où tu acceptes et tu peux gérer la jalousie, jusqu'où tu peux gérer le partage et jusqu'où tu ne peux pas gérer le partage. La question qui se pose. Si tu peux gérer que tu pries à plus que de moins, ben, il faut travailler sur la jalousie à ce moment-là. Accepter de partager. Mais s'il y a trop de souffrance, c'est sa limite, quoi. Donc chacun voit... à sa manière, jusqu'où il y a de la dépendance affective ou pas, et jusqu'où la personne peut tolérer ou pas, et jusqu'où elle ne prend pas soin d'elle en faisant ça, en acceptant tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit. Voilà. Donc pourquoi on aime plusieurs? Il y a des gens qui sont rebelles par rapport à la norme, qui n'aiment pas justement la norme, qui disent c'est quoi cette norme du couple, c'est complètement nul. Il y en a marre de ce couple traditionnel où on veut de l'exclusivité. On va arrêter ça tout de suite, on va faire autre chose, on va être dans l'ouverture.
Alors, les inconvénients, ben voilà, le chouchou. Comment faire si l'autre souffre de ne pas se sentir le chouchou? Est-ce que c'est son problème? Il y en a qui disent, hein, c'est pas mon problème, démerde-toi. Moi, j'entends ça des fois. Oui, alors j'aime plusieurs personnes à la fois, donc je suis sur 2 partenaires, et c'est pas mon problème, c'est son problème de ne pas se sentir privilégiée ou de ne pas prendre sa place. Elle a un problème de place qu'elle aille travailler sans thérapie. C'est pas mon problème, c'est son affaire. J'entends tout. En ce moment, on est beaucoup là-dedans. C'est pas mon problème, c'est toi qui as le problème, on va débrouille-toi avec ça. T'as qu'à te débrouiller pour travailler sur ta jalousie. C'est quoi cette histoire? Sois indépendante, ma fille. T'as un problème avec ton papa? T'as vu un compagnon de compétition avec ta sœur? Hein, c'est ça, hein? Donc il faut que tu travailles ça en thérapie, hein, parce que moi je trouve que c'est normal que tu puisses le partager avec d'autres. C'est toi qui as le problème, moi j'ai pas de problème. Hein. Donc tu me diras quand tu seras en capacité de me partager, parce que c'est normal, hein, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Donc on voit des choses comme ça, c'est aussi des prises de pouvoir. Hein. Et, parce qu'aujourd'hui, il est plutôt accepté, la norme c'est plutôt de ne pas être possessif en fait, de ne pas être jaloux. C'est pas normal d'être jaloux. On arrive dans ces trucs-là. Voilà. De ne pas avoir de limites, donc le problème c'est la jalousie, et dans une des plus grosses problématiques dans ces histoires d'amour et de partage d'amoureux, etc., c'est la jalousie des uns et des autres. Et c'est beaucoup plus facile, on l'a dit au tout début, c'est plus facile quand c'est moi qui ai plusieurs personnes que pour l'autre. Évidemment, quand c'est mon partenaire qui a plusieurs personnes, c'est déjà plus compliqué, ça le fait moins. Hein. Évidemment, idéalement, ça serait bien qu'on est contradictoire, hein. On n'est pas très cohérent. Pour moi, tout va bien, j'ai pas de problème, hein. Mais quand il s'agit de toi, et que tu es le partenaire privilégié, évidemment, si c'est des personnes avec qui vous n'êtes pas impliqué affectivement, émotionnellement, vous n'avez rien à foutre qu'elles partagent avec d'autres. Voilà, on est tout à fait d'accord. On peut partager tous ses sex friends, mais quand aucun souci. Mais quand c'est la personne avec qui vous êtes attaché, avec qui vous faites couple, etc., et vous êtes à mépris, c'est plus compliqué de le partager, évidemment. Surtout parce que vous avez l'impression que vous êtes menacé de le perdre. Ça veut dire que vous tirez la couverture à vous, en disant, mais si je le partage, je vais partager le gâteau. Si je partage le gâteau, à ce moment-là, l'autre, elle va peut-être prendre toute la part du gâteau. Et si elle prend la part du gâteau, moi, il me reste quelle part de gâteau? Je vais peut-être, moi, me retrouver avec plus rien. D'où les comparaisons, d'où les problèmes de jalousie, et ça devient obsessionnel. Donc ça devient extrêmement compliqué. Alors, dernière chose que je voulais voir avec vous, ça peut être marrant de voir ça d'ailleurs, les problèmes géographiques. Si on est dans peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. C'est pas la même chose. Si on aime plusieurs personnes à la fois et qu'on est, imaginez le cas, on est chacun chez soi, chacun dans son appart, et vous aimez, par exemple, vous aimez 2 personnes, et chaque personne est dans son appart. Vous avez chacun votre maison. Bon, il y a une différence avec ça, que quand vous vivez avec une personne, vous êtes en couple, et qu'il y a l'autre qui alterne, la troisième alterne, est en alternance, elle est dans sa maison, mais vous êtes en couple avec quelqu'un. Et le troisième cas de figure, c'est que vous êtes tous en couple, vous aviez tous sous le même territoire, vous êtes à 3 sur le même territoire. C'est pas la même chose. Donc à votre avis, que se passe-t-il c'est quoi la différence quand vous êtes donc vous êtes le premier cas de figure, chacun chez soi, et Dieu pour tous. Chacun chez soi. Le deuxième cas de figure, vous êtes à 2 et vous avez la tierce en alternance, d'accord. Et la troisième cas de figure, vous êtes tous sous le même toit. Moi j'ai tout vécu, je connais tous les cas de figure. Alors, est-ce que vous pensez que quelles sont les différences quand on aime plusieurs personnes à la fois avec ces alternatives? Quand on est chacun chez soi, qu'est-ce qui se passe? C'est des nouvelles modalités de relations amoureuses, hein, je vous signale en plus. Hein. En plus, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup chacun chez soi et on se voit que pour le bon. On garde que le meilleur. Voilà, on est chacun chez soi et on respecte, ça c'est pas mal, hein, c'est la formule qui marche le mieux en général. Et Dieu pour tous. Et voilà, et du coup, d'ailleurs, il n'y a pas de... L'autre n'est pas... vous n'avez pas votre partenaire, vos partenaires tout le temps sous le coude, donc vous êtes moins confrontés en fait. Oui, c'est moins visible. C'est moins visible, voilà. C'est plus caché, c'est moins visible, les autres peuvent ne pas tout savoir.
quand vous êtes en train de textoter, il n'y a pas de jalousie, il n'est pas là. Voilà, donc quelque part ça simplifie. Non, et le manque crée le désir aussi. Et le manque, alors très juste, voilà, ça c'est très très juste, et le manque crée le désir. C'est l'histoire des retrouvailles. Puisqu'on n'est pas tout le temps ensemble, eh bien à ce moment-là on est content de se désirer, de manquer pour fêter des retrouvailles lyriques. Ça y est, on est content, c'est pas vu. Entre-temps, j'ai vu mon autre amant, et donc c'est pas pareil avec lui, tu m'as tellement manqué, parce que tu n'es pas lui, il n'est pas toi, et tu es tellement différent, et ma relation avec toi est tellement unique, vous rigolez, mais bon, c'est quand même comme ça. C'est compliqué, hein. Alors, à deux, et alors vous êtes en couple et vous avez un amant, une amante, si vous êtes en modèle sous-marin, ou vous avez, en modèle polyamoureux, vous avez, votre partenaire est au courant que vous avez un autre amoureux qui habite pas là, soit loin, soit à côté de chez vous, voilà. Alors, vous n'avez pas l'expérience. C'est gérer le temps. Hein? Gérer le temps. Alors voilà, ici, alors en général, ce qui se passe, c'est ici le couple est ce qu'on appelle le couple primaire. Et donc, ça veut dire qu'il s'est fondé avant la tierce, en général. L'autre, il arrive comme un cheveu sur la soupe après, hop là, il se raccroche au truc. Et donc, ce qui va être compliqué, c'est les projets, effectivement. Avec qui je passe mon temps? Est-ce que je passe mon temps ici? Est-ce que je passe mon temps plus là? Est-ce que elle va ou lui va accepter de laisser, de me partager du temps, etc. et des projets? Voilà. Quand, comment, à quelle heure? Est-ce que c'est qu'une fois par semaine, le soir? Est-ce que c'est dans l'après-midi? Est-ce que c'est un week-end? Est-ce que c'est deux week-ends? C'est toutes ces questions qui se posent. Et ici, la tierce, elle va souvent se poser sa question, et ma place, elle est où? Oui, ma place ici, parce que c'est bien gentil, mais toi tu rentres toujours chez ta femme ou chez ton compagnon, et donc moi je te vois que vraiment ponctuellement, et moi j'en ai marre, parce que je ne t'ai pas assez en fait. Et c'est elle qui a toute la place, et moi on a toujours un problème de place. Hein, en fait. Vous allez vite voir que les problématiques sont toujours autour de quelle est ma place, quelle est sa place, pourquoi elle a plus de place que moi, pourquoi elle a plus d'un. Et lui, alors si c'est lui ou elle, doit passer son temps à gérer les partages. C'est assez inconfortable. On peut imaginer que les hommes, parce que c'est souvent les hommes qui partagent plusieurs femmes, enfin moi j'étais aussi dans ce cas, c'était une femme qui partageait plusieurs hommes, mais c'est pas forcément évident parce qu'ils passent leur temps à faire ça, et pendant, je vous dis, c'est hyper stressant en fait. Et il faut contenter tout le monde. Et à contenter tout le monde, ils se fatiguent en fait. C'est pas possible de contenter tout le monde parce qu'il y a toujours des rivalités, de la compétition, de la jalousie, de la comparaison. Donc consoler, rassurer et contenter tout le monde, c'est très compliqué, il faut être à la hauteur. Et les mecs, ils ont souvent un problème de ne pas se sentir à la hauteur. Et aussi en termes de sexualité. Il faut toutes les contenter. Ça commence des fois à devenir compliqué. Alors, des fois ça va, hein, parce qu'au contraire, hop, ça donne un petit coup de fouet, mais parfois ça devient compliqué. Ils sont épuisés quand ils font ça, ils fatiguent quand même. Hein. Voilà. Et alors, tous sous le même toit, comme moi j'ai vécu, alors ça existe aussi, hein, on se met tous sur le même territoire et on fait une petite communauté à 3 si on est 3, ou 4 si on est 4. Alors les injonctions domestiques, ça doit être terrible. Oui, mais ça a été mon vécu, ça, moi j'en pouvais plus. Hein. Imagine le bordel. Faut pas être maniaque, hein, ça, parce que sinon, faut être 3 maniaques, tu vois, mais c'est compliqué. Hein. Déjà, les femmes trouvent que leur conjoint n'est jamais assez fiable sur les tâches ménagères, qu'elles en font toujours plus que... Bon, alors voilà. Donc, sous le même toit, il y a le problème, effectivement, de la logistique, mais pas que. En même temps, c'est une manière d'être ensemble, on est unis, réunis, et donc on fait beaucoup de choses ensemble, ça c'est l'avantage. Hein. On se voit beaucoup et on fait beaucoup de choses, on vit les choses intenses ensemble puisqu'on est tous sous le même toit, donc on ne peut pas se rater, hein, on ne peut pas s'éviter. Hein. Donc c'est riche et en même temps c'est extrêmement complexe pour les problèmes inhérents à la communauté, à la vie de couple en général, qui fait quoi, où, quand, comment, qui s'occupe de quoi, où tu es, t'es avec elle, t'es pas avec moi, les problèmes de partage, etc. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on revient à ce qu'on a dit. Donc c'est intéressant, mais c'est quand même vecteur de, pas de stress, mais de préoccupation, enfin c'est quand même vecteur de beaucoup de tracas. Hein. Plus on est nombreux, et plus on rigole, et plus on s'amuse, mais en même temps, plus on se questionne, et plus on se prend la tête sur plein de sujets. Voilà. Donc,
Pour moi, ce sont des modèles intéressants, hein, pouvoir partager, de s'offrir à aimer plusieurs personnes. C'est complexe, c'est pas simple, ça peut être exploratoire, ça peut être enrichissant, ça peut être intéressant, intense, etc. Et peut-être qu'il y a un moment pour ci, un moment pour ça. Avoir à évaluer qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous va le mieux, qu'est-ce qui vous convient dans cette période de votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de vous donner à vivre. Et ça, sans jugement moral, hein, c'est juste voir qu'est-ce qui me correspond le plus, qu'est-ce qui est le plus adéquat. Et on revient sur le sens de ma vie, en fait. Hein. Quel sens je veux donner à ma vie, qu'est-ce que je veux me donner à vivre, qu'est-ce que je ne veux pas me donner à vivre, quelles sont mes limites, quels sont mes principes, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce qui ne me va pas. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ce thème? Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Est-ce que vous serez courageux pour nous dire si vous avez osé aimer plusieurs personnes à la fois en même temps? Et est-ce que ça a été viable, agréable, désagréable? Moi, je trouve que de réfléchir et de disséquer les situations comme ça, ça donne pas envie. Franchement. Et pourtant, je suis persuadée qu'il doit exister des situations où c'est super. Ah, ils ont trouvé. Eh ben, moi, je l'ai vécu, il y a un moment, j'aimais bien. Puis il y a plein de personnes qui vivent ce modèle du polyamour, enfin, ceux que je connais, que je rencontre, etc., que je croise, qui par moments trouvent ça absolument formidable, hein, ils trouvent leur compte. Bon, après, moi, comme je suis psychologue, je vais avoir que les gens qui souffrent. Forcément, ils vont se plaindre. J'ai pas ceux qui vont bien, je les vois pas, ils viennent pas me voir. Mais bon, je vois quand même toute la complexité du modèle pour l'avoir vécu moi-même et pour entendre des personnes, même j'avais un couple à 4 là, il y avait mari-femme, mari-femme, donc ils faisaient des croisements comme ça entre eux. Hein. C'était un double couple comme ça qui s'était mis ensemble sous le même toit. Ouais, c'était bien, c'était chouette. Hein. Puis ça a commencé. Quand il y en a un des 4 qui a commencé à dire oh là là, moi je veux plus, machin, c'est compliqué avec vous 3. Hein. Voilà. Alors là, ça fout tout le bordel. Et ça s'est tout cassé la gueule. Mais en fracas, hein, ça peut être très destructeur et ça peut être très violent parce que c'était pas prévu comme ça. Parce que quand on est sur le thème peut-on aimer plusieurs personnes à la fois, on est sur le thème du grand amour. On va faire vivre l'amour, hein, qu'on dit. Nous allons faire vivre l'amour avec un grand A et nous allons y arriver et réussir à ça. Et donc évidemment, parfois il y a des désillusions et des déceptions parce qu'on n'est pas si en capacité que ça, que de faire vivre le grand amour comme ça, dans l'idéal, si on veut qu'un etc. petit amour non exclusif, sans trop de demandes. C'est bien. Il n'y a pas de problème, hein. C'est ce que j'ai dit, c'est de savoir qu'est-ce que je veux, de quoi sont faits mes besoins, qu'est-ce qui me va le mieux, qu'est-ce qui me correspond au jour d'aujourd'hui. Alors hier j'étais comme, on change tout le temps, hein. Donc hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça. On a le droit de changer, qu'est-ce qui me va le bien et qu'est-ce que j'ai envie de me donner à vivre. Je trouvais très intéressant ce soir parce que moi j'ai eu aussi une expérience de troupe sur le format numéro 2. Avec un couple primaire. Ah oui, toi tu étais la tierce qui était arrivée. Non, moi j'étais dans le couple. Tu étais dans le couple et il y a eu, et ta femme elle avait un autre. Un autre partenaire. Nous avions, en fait c'était un couple à 3. D'accord, il y avait 2 femmes, un homme ou 2 hommes et une femme? Il y avait un homme, 2 femmes. Un homme, 2 femmes. D'accord, ok, oui, comme moi j'ai fait la même chose. Voilà. Et donc c'était très enrichissant. C'était le crash test de ah 130 km/h. Ça s'est fini, ça a été extrêmement complexe. Mais bon, déjà j'étais un petit peu plus jeune et je me suis posé la question, je me demande si quand on est un peu plus âgé, libéré des questions d'enfants, de mariage, de famille, comment on fait pour présenter aux parents, est-ce que c'est pas un petit peu plus facile? Et l'autre question que parce que vous aviez tous des enfants aussi? Non, 0 enfants, mais justement c'était un peu une question qui elle voulait faire des enfants avec toi toutes les deux? Ou pas, mais bon, la question était posée, quoi. Et ça, de suite, c'est comment on fait, où, quoi, qui, comment. Là, c'est hyper complexe. Et je me dis, une fois qu'on a débarrassé des questions aussi complexes, peut-être que c'est un peu plus simple. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des possibilités que ça fonctionne? Il y en a qui trouvent que ça fonctionne, mais après, il y a effectivement l'histoire d'enfants. Après, on peut faire 2 enfants à chacune des enfants, hein, ça c'est possible. Tout est possible. C'est vite le bordel. C'est vite le bordel. Ça va être toujours la question de... c'est la compétition, après, on est sur le mode compétitif, ouais, mais il passe plus de temps avec toi, il préfère... C'est toujours les problèmes de place, en fait. On est toujours sur les problèmes de qui est des enfants ou pas des enfants, on est sur un problème de qui est la chouchou. Oui, c'est le problème de ça.
les insécurités ressortent puissance 10. Enfin, moi, c'est puissance 10 qui est... quand on est sur une seule personne, normalement, sauf si c'est trompant sous-marin et que tu finis par le savoir, normalement tu le sais pas. Donc quand tu le sais pas, tu te penses le chouchou. Donc tu es tranquille, tu dors sur tes deux oreilles avec ta place de privilégié. Quand tu es dans des histoires de troubles, etc., tu sais plus qui est la préférée, le préféré. Alors puis toi qui étais le mec qui devait contenter, comme j'ai dit tout à l'heure, passer ton temps à réconforter, consoler, rassurer, et nanana, au bout d'un moment tu fais plus que ça, quoi. Donc émotionnellement ça fatigue quand même. C'est sympathique, mais c'est assez fatigant. Alors, on dit toujours le mec, ouais, c'est super pour lui, c'est classe et tout. Il se tape deux nanas, c'est les talons, il n'en peut plus et tout, c'est nickel pour lui, c'est tout bénef. Non, ce n'est pas vrai. C'est une place très inconfortable, n'est-ce pas? Mentalement, c'était très difficile. Ah oui, mentalement, c'est compliqué. Émotionnellement, c'est fatigant. Il faut qu'on t'entête deux femmes. Ce n'est pas simple. Et les rassurer, ce n'est pas simple. Mais ça va aussi, parce que là, c'était un homme et deux femmes. Mais tu aurais une femme et deux hommes. On est dans des schémas de toute façon où c'est pareil, il faut toujours qu'il y en ait un, ou alors il y a zéro jalousie, ou chacun sait quelle est sa place, voilà, ça peut fonctionner. Alors Julie et Jim, tu vois, c'est une nana avec deux mecs, et donc quelle est la place, et ça se termine pas bien non plus dans ce film, mais il y a des exemples, effectivement, pas forcément parce qu'il n'y a plus d'enfants, mais où ils arrivent à s'en sortir, ils le disent, en gérant, en communiquant énormément, en prenant soin de chaque relation, donc ça prend un temps considérable. En fait, faut pas avoir d'autres soucis. Je pense que là, le temps que ça prend, c'est énorme en fait. C'est vrai, quand moi avec le recul, je me dis, mais... parce que j'ai fait des couples comme ça, où j'étais dans des modèles ouverts, après j'ai fait des couples classiques, à deux. J'avais beaucoup moins de prise de tête, mais des questionnements dans tous les sens, que ce soit des temps de passer à parler sur la relation, à me poser des questions sur moi, ma place, ma valeur, machin, tout ça, ma désirabilité, là, c'était beaucoup plus simple quand tu as un seul partenaire, tu te poses beaucoup moins de questions en fait. Donc il y a moins de stress. L'idée quand même, la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis c'est des modèles exploratoires, et puis ça peut être très riche et très intense. Et dans l'idéal, bah oui, c'est assez séduisant, la non-possessivité, on s'aime tous, tout le monde s'aime, et tout le monde s'adore, et papa, brasso, et vas-y, tata, bisounours, quoi. Le monde est beau, le monde, on s'aime, on a un grand cœur, on va tous s'aimer, on va tous faire l'amour, ça va être la fiesta. Ouais, enfin, dans la réalité, c'est pas tout à fait, c'est pas toujours ça, ou alors il faut y travailler, enfin, sans arrêt, réguler, communiquer, négocier, renégocier, rassurer. Il faut travailler, il faut faire un travail sur soi pour avoir un sentiment de valeur, une estime de soi solide. Enfin, faut du boulot, quoi. C'est un chantier, quoi. Mais bon, et même en faisant tout ça, des fois, c'est pas gagné. Parce qu'il y a des moments où, par exemple, tu fais plus de projets avec une qu'avec l'autre. Ben, c'est forcé, hein. L'autre, elle va se poser des questions, elle va dire, mais moi, tu me laisses tomber, pourquoi elle, tu la préfères, et pourquoi tu fais des projets, et moi, tu n'investis pas, et tu désinvestis, et pourquoi moi, et bon, truc comme ça, tu as le droit, forcément. Je vois pas comment tu pourrais éviter ce genre de problème. Hein. Voilà. Et c'est complexe. mais l'idée est bonne. Ouais. Vous avez souvent répété, j'ai essayé, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Oui. Et du coup, et vous dites aussi, on fait le choix d'aimer plusieurs personnes. Mais du coup, derrière vous, c'est par curiosité un peu intellectuelle d'avoir essayé toutes ces pratiques. C'est quel est au final... Le Kama Sutra, le Bouddha du Poya, moi je te dis, Père Noël, tout ce que je... Au final, d'avoir... C'est pas la vie d'une certaine manière, une coïncidence qui vous avait fait... Un peu quand même, hein. Si, quand même. Tout ça, c'est... Oui, c'était les opportunités. Il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai fait une formation de psy, donc j'ai commencé par me poser des questions assez jeunes. Et puis après, il y a eu des personnes qui ont été sur ma route, tu vois, dans les milieux du lien personnel, tout ça. J'ai été confrontée à rencontrer des personnes qui se posaient des questions comme moi. Donc c'est tout un monde comme ça, un univers. Mais d'être arrivé à rencontrer à chaque fois des situations un peu particulières comme celle-ci, c'est quand même pas mal. Oui. Mais non, mais parce que la vie ne présente pas non plus à tout le monde toutes ces... parce que il y a une histoire d'opportunité. Oui, il y avait les deux. Il y avait à la fois des opportunités, parce que j'étais dans ce milieu-là, qui se posait tellement de questions, tu sais, après les années, l'ouverture, la liberté sexuelle, tout ça, j'étais dans ce milieu-là. Et en même temps, j'ai une certaine curiosité pour les expériences que je fais,
Mais moi, pour en conceptualiser, c'est pas simplement faire des expériences pour faire des expériences, mais moi, mon profil de personnalité, c'est pour conceptualiser derrière, pour mettre des concepts à partir des expériences. Donc c'est pour ça que j'étais intéressée pour faire des expériences. Mais du coup, est-ce que la sincérité, elle est totale à chacune de ces histoires? Et est-ce qu'on ne sait pas pertinemment que ces histoires sont transitoires et temporaires? Ah, moi je savais pas, mais non, pas du tout. Quand je partais pour toujours. À chaque fois, non, mais moi je suis une vraie amoureuse. Moi, quand à chaque fois, mais même encore maintenant, je crois qu'à chaque fois j'aurais une tendance comme ça. À être toujours dans ouais, c'est beau l'amour, on va y aller, comme beaucoup de femmes. Hein. Ah ouais, on va mettre les 3 pieds dedans, les 4 pieds dedans, allons-y, on verra bien ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe plus tard, donc on verra bien. Mais bon, après, bah, c'est pareil, il est parti dans l'aventure en se disant bon, on y va, ça a l'air charmant, on y croit. Sinon, on le fait pas. Si on se dit oh là là, ça va être compliqué, ça va être la galère, etc., on se dit bon, on n'y va pas. Même si je questionne dans la situation d'un homme avec des femmes, l'intérêt d'un homme d'officialiser et de factualiser cette relation avec ces deux femmes sous un même foyer. Au final, quelle est la motivation pour l'homme de le faire? Répondre, hein. C'était quoi sa motivation? C'est l'amour, normalement. Ouais, c'était l'amour, l'envie de partager des expériences enrichissantes avec une autre personne, avec deux autres. Non, mais est-ce que c'est vraiment l'amour ou c'est simplement la demande d'une des filles ou de la oui, ça je sais pas. Ah non, c'était voulu. Je pense qu'en général, il faut avoir envie de le faire, hein, parce que c'est compliqué, donc il faut être motivé quand même. Hein. Non, parce qu'on peut aimer sans être sous le même foyer. Oui, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, on peut aimer plusieurs personnes. Il y a une motivation qui fait de ramener. De se mettre tous à 3 en couple en vivant sous le même toit, oui, il faut avoir envie de faire un gros partage. Un gros partage en commun. C'est vivre une petite communauté. Ouais, c'était l'idée de la communauté. Voilà, alors souvent, moi, c'est pareil, moi j'aimais bien l'idée de la communauté. C'est en communauté, on va s'entraider, il y aura 2 fois plus de ressources, en plus on avait des enfants, donc c'était, moi, je pourrais comme ça prêter mes enfants à sa femme, et comme ça, je pourrais aussi faire d'autres choses. Bon, il y avait plein d'idées avantageuses de la communauté. Donc, après, il y a les avantages et les inconvénients de la communauté, hein, toujours pareil. Donc, c'est des expériences, si on les vit, c'est qu'on y croit. Je pense pas qu'on se mette dans les pieds dans un truc en disant ça va être vraiment une horreur. On est plutôt partant au départ, on est enthousiaste, on pourrait dire comme ça. Puis après, petit à petit, on apprend des choses sur soi, sur les autres, sur la vie, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sur ce qui stresse, ce qui ne stresse pas. Voilà. Puis après, on sait mieux ce qu'on veut. C'est un peu l'avantage de faire des expériences d'ailleurs. Sans avoir trop d'a priori, ce qui était toujours un peu mon cas, qui est de questionner. De se dire bon, j'en sais rien a priori, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas savoir, qui verra verra, puis après je me ferai mon idée sur la question, parce qu'au départ j'en sais rien. Voilà. Mais je ne vous propose pas de... c'est fatigant quand même. C'est beaucoup plus tranquille de se mettre sur une voie et de s'y tenir, parce que je vous rappelle que dans le cadre, dans l'engagement, on peut approfondir, c'est ce que disent beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, sur quand on est engagé dans une voie avec une personne et qu'on n'en aime qu'une, eh bien il y a un amour profond qui naît, hein, parce qu'on connaît de mieux en mieux la personne, et il y a une intimité qui naît aussi, et on accepte vraiment la réalité de ses défauts, hein. On n'est plus dans la projection amoureuse, la différence entre l'état amoureux et l'amour, c'est ça, hein. C'est à un moment donné, on est en contact avec la réalité de la personne, on connaît ses qualités et ses défauts, et on les accepte aussi. On n'est plus dans un grand délire de oui je l'aime, mais en fait elle est tellement extraordinaire, en fait pas tant que ça, parce que le jour où elle arrive sur le terrain devant vous, du matin au soir, vous l'aimez beaucoup moins, quoi. Au bout d'1 an, 6 mois après la période fusionnelle, ou alors vous êtes un grand fusionnel et vous passez votre vie à être fusionnel et à jouer l'ado éternel, fusionnel, pourquoi pas, c'est un choix. Mais c'est vrai que cette histoire d'approfondissement de l'amour profond, pour moi l'amour vrai, c'est l'amour qui se construit au fur et à mesure, on voit qu'on dépasse ses épreuves et l'autre il est là ou il n'est pas là, et puis on accepte, il n'a pas soutenu, j'aurais aimé qu'il soutienne, mais je finis quand même par accepter qu'il est comme il est, et je l'aime à l'endroit où il est. Tu vois, il y a quelque chose qui se trouve, qui se cherche et qui se trouve et qui se tisse au fur et à mesure avec les épreuves et avec les limites, en fait, tu vois, parce que la vie est limitée. Donc, faire avec les limites, c'est toujours quelque chose de plus sage. Et je dirais peut-être quelque chose de plus qui va faire vivre de la beauté quelque part, tu vois, si on peut parler de beauté, à un moment donné, la beauté, elle n'est pas forcément, ou la liberté, elle n'est pas forcément dans l'illimité, mais dans quelque chose de l'ordre de oui, j'accepte la limite et je vais y trouver de la beauté et de la grâce, tu vois, plutôt que de se dire, ah ouais, mais tout est possible et tout est possible et tout est toujours possible. Enfin, moi, je le vois comme ça aujourd'hui, mais tu vois, tout est ok pour moi.
Voilà. Et du coup, si on peut mesurer le niveau d'amour, le summum peut être presque atteint par cet amour exclusif, peut-être. À condition d'y travailler, à condition de rebrousser tes manches et de ne pas peut-être tomber dans les écueils c'est de la peut-être- désillusion. Et c'est peut-être par peur de ne pas réussir à Oui. l'atteindre qu'on va par facilité. Ah mais complètement. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Les gens sont déçus de ce manque de romantisme ou de ne pas trouver tout ce qu'ils veulent y trouver dans le couple. Et donc, ils se disent « next, j'arrête, je l'aime pas, ou je ne suis pas satisfait, ou elle ne me contente pas, je veux être épanoui, next, 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 au suivant, suivant, suivant ». C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle les serial monogames. On fait des couples de 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans maxi, 9 ans, hein, et après on passe au suivant, au suivant, au suivant. La prochaine sera mieux, la prochaine sera mieux. On fait que ça. Hein. Donc il y a effectivement cette représentation aujourd'hui normée qui est, on est déçu parce qu'on devrait tellement trouver ça et ça devrait se faire facilement. Ah ben non, c'est pas du tout ça. Et du coup, si quand vous recevez un couple ou un trouble, un des membres du couple, ou le couple qui est un peu en souffrance, en difficulté, est-ce que quelquefois il vous arrive de proposer temporairement l'exclusivité? Non, qu'une solution serait de trouver un amant ou une amante. Ah, ça peut aussi. Soit c'est l'inverse, et je leur dis, pour ceux qui sont trop dans la non-exclusivité et qui s'insécurisent, je leur dis, bon écoutez, prenez un temps d'exclusivité, ça va peut-être apaiser. Soit ça peut être de voir, est-ce que ça peut être intéressant de vous prendre un amant, une amante, faire une expérience, et voir, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce que c'est vraiment ça qui va vous rendre vivant? Parce qu'évidemment, en général, ça rend vivant, ça rend vibrant, ça amène un peu d'animation. Tu sais, c'est Géo Club Med. Mais en fait, peut-être que je ne sais pas m'animer toute seule quand même, tu vois. Hein, et j'attends qu'il y ait quelqu'un qui m'anime. Donc, mais les expériences sont toujours bonnes à vivre pour en voir la limite. Jusqu'où je fantasme pas sur cette histoire d'amant et d'amante merveilleuse. Si votre conseil conduit à la destruction de ce couple, vous n'avez pas mauvaise conscience. En général, c'est des gens qui se trompent en sous-marin, hein, ils ne le disent pas, hein, qu'ils ont un amant, une maîtresse, bon, et ils se font des expériences en loose day. Donc, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément... moi, la première chose que je fais, c'est en général voir le problème de... Je ne m'occupe pas assez de moi, je ne sais pas me rendre vivante, déjà par moi-même. Bon, alors, je vais demander à l'autre de me rendre vivante. C'est bien, mais c'est pas le petit 1, je démarre pas là-dessus. Voilà. Ma réponse. Bon, bah écoutez, on me fait des grands signes que je dois arrêter. Et ben, je vous remercie à tous et à toutes. Voilà. Et puis, bah, bientôt. Sinon, moi, j'ai un atelier 23-24 octobre sur comment sortir de la dépendance affective, passer du mendiant à l'empereur. Et la prochaine conférence, elle est sur le thème je crois que l'amour au temps des nouvelles technologies. iPhone, réseaux sociaux, sites internet de rencontres, voilà. Le thème de la prochaine. Et bien à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.